merci beaucoup d'être présent avec nous sur ce thème au Digital Society Forum, un thème qui, vous l'avez vu, est extrêmement actuel et qui n'est pas seulement un sujet théorique, mais un sujet quotidien sur lequel je pense que les hommes politiques, par exemple, sont un peu trop spectateurs, donc on est là pour les nourrir aussi, pour nourrir la réflexion de tous. Je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane Richard qui va ouvrir cette session. Je vous signale donc on est là ensemble avec un certain nombre de décideurs, de journalistes, de blogueurs, d'étudiants dans l'auditorium d'à côté, que la session qui va s'ouvrir est aussi en live sur le site internet orange.com. Stéphane. Merci Ruth et merci d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Je voudrais commencer par remercier les participants à cette table ronde, les deux économistes Augustin Landier et Gabriel Aguillon, Frédéric Mazella, Céline Lazorte, Sébastien Bazin et Georges Plassa qui nous font l'amitié de venir participer à cette discussion, témoigner un peu. Alors, peut-être un mot sur le cadre de cette rencontre, parce que c'est le Digital Society Forum qui est une initiative que nous avons prise il y a 2 ou 3 ans sous l'idée et l'impulsion de Christine Albanel. Au fond, Orange, qui est un acteur très engagé de la transformation numérique, s'est dit que on pouvait essayer de contribuer un peu à éclairer ces multiples questions qui se posent dans l'économie, dans la société, autour de l'arrivée du numérique, je dirais presque l'invention du numérique. Et on s'est dit que, même s'il y a beaucoup de débats déjà qui sont organisés, on pouvait y apporter notre contribution en ouvrant un espace vraiment à la discussion, ouvert aux universitaires, aux chercheurs, aux étudiants, aux acteurs de la vie économique, à tous ceux que ces questions intéressent. Et donc on consacre ces réunions du Digital Society Forum à un certain nombre de thèmes que vous pouvez imaginer. Dans ce cadre-là, j'ai souhaité personnellement qu'on s'empare un peu de ce sujet ce matin parce que il me semble que c'est une question immense qui se pose aujourd'hui, celle de l'impact sur le monde du travail, sur l'emploi, sur la création d'emplois de cette transformation numérique de la société. Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça détruit des emplois? Est-ce que ça commence par détruire des emplois pour en créer d'autres, de nouveaux, peut-être de meilleurs demain? Ces questions me paraissent absolument essentielles. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse en débattre avec cette espèce de combinaison que j'ai souhaité entre des grands économistes qui vont nous éclairer un peu. C'est toujours la technique, voilà. Sous l'angle plus théorique, et puis des témoignages aussi d'acteurs de la vie économique. Voilà un peu l'idée. Donc c'est vraiment un échange très informel auquel j'espère que vous pourrez tous participer. Merci encore une fois d'être là et je passe tout de suite la parole à Ruth. Alors Augustin Landier, merci d'être avec nous. Vous êtes de l'école d'économie de Toulouse. Vous avez fait plusieurs ouvrages et notamment le rapport sur la France 2.0. Frédéric Mazella, président fondateur de Blablacar, le prix Jean Tirole de l'homme qui incarne le fait économique le plus marquant de l'année. Céline Lazorte, fondatrice et dirigeante du groupe Litchi qui collecte, vous le savez, je sais, gère l'argent pour plusieurs types de projets. Georges Plassa, merci beaucoup. Vous êtes le PDG du groupe Carrefour. Philippe Aguillon qui tient la chaire d'économie au Collège de France et qui travaille beaucoup sur l'innovation. Et merci à vous, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor. Donc vous le voyez, effectivement, un panel divers pour évoquer cette transformation majeure de la production et de la consommation. On la compare, cette révolution numérique, à celle de la machine à vapeur au 19e, celle de l'électricité au 20e. Et l'actualité nous le rappelle bruyamment. Aujourd'hui, je vous le signale, il y a la manif des VTC. Donc on est complètement dans le sujet et de façon très claire. Stéphane Richard l'a évoqué, quelles sont les transformations sur l'emploi? Et d'abord, moi, je me tourne vers les économistes. Je vous dis en un mot, je voudrais qu'on travaille sur
d'abord quelles sont les transformations et ensuite comment y réagir, comment gérer cette transition, comment s'adapter et faire que cette révolution soit la moins violente, la plus harmonieuse possible. Et donc on aura un débat sur cette scène d'abord et ensuite on passera aux questions-réponses si vous le voulez bien, de façon à ce que ça soit relativement ordonné. Alors Philippe Agüon, peut-être un premier point, une forme de description, un background sur la situation d'aujourd'hui. Est-ce que la destruction d'emplois annoncée, même si c'est une destruction créatrice comme c'est l'expression consacrée, est-ce qu'elle est inévitable ? Toute grande innovation détruit des emplois et a cet effet de destruction créatrice que vous mentionnez. La révolution numérique, c'est évident, elle accélère la robotisation et les robots remplacent les travailleurs non qualifiés. Donc ils rendent redondants des emplois non qualifiés, notamment on a vu dans le secteur bancaire, toute série de secteurs où on voit bien que l'introduction du numérique, eh bien, ça a éliminé aussi des échelons intermédiaires dans les entreprises. Vous savez, il y a les travaux de contremaître, etc. Vous voyez, ce qui était échelon, on a vu les entreprises s'aplatir en termes de hiérarchie. C'est-à-dire tout ce qui était niveau intermédiaire, il y a beaucoup moins maintenant depuis que le numérique se développe. Donc, si vous voyez, il y a eu beaucoup d'emplois qui sont devenus redondants à cause. Et puis, il y a également un creusement des inégalités entre qualifiés et non qualifiés, parce qu'effectivement, les qualifiés, eux, on a besoin d'eux pour mettre en place le numérique et ils sont valorisés par le numérique. Les emplois non qualifiés sont dévalorisés par le numérique. Donc ça a cet effet également d'augmentation des inégalités entre qualifiés et non qualifiés. Donc ça c'est sur le côté négatif. Mais d'un autre côté, le numérique, ça permet de développer des réputations individuelles. C'est très facile pour quelqu'un de dire voilà, de se faire connaître. Par exemple, on voit bien avec Uber, la différence entre taxi et Uber. Le taxi, vous dites, ben voilà, le G7 a une bonne réputation et le G7 vérifie la qualité de ses chauffeurs. Tandis qu'avec Uber, vous savez directement ce que vaut le chauffeur ou pas, et lui, c'est sur vous. Et c'est ce développement des réputations individuelles qui rendent possible la création de nouveaux emplois, et notamment d'auto-entrepreneurs dans beaucoup de domaines. Il y a les hôtels à la maison maintenant, il y a les services à la personne qui se développent extraordinairement. Donc si vous voulez, il y a toujours ce côté destruction et création, mais si vous voulez, il y a toujours eu, quand il y a eu des grandes révolutions technologiques, depuis la première, la machine à vapeur, il y avait le ludisme, vous savez, le mouvement de Luder au 19e siècle qui disait ça va être la catastrophe, la machine à vapeur. Et puis, dans les années 30, il y a eu Keynes qui a dit, voilà, la révolution de l'électricité et de la chimie, ça va conduire à un chômage de masse durable. Et puis, et on a vu que dans ces deux cas, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des destructions d'emplois. Mais au total, le progrès technique a généré de l'emploi. Et je pense que ça sera encore le cas là, d'autant plus si l'État s'organise de manière appropriée. Mais ça sera, j'imagine, la deuxième partie de votre... C'est-à-dire qu'avec une organisation de système éducatif et du marché du travail, mais ça on en parlera dans la deuxième partie, on peut augmenter le côté positif par rapport au côté négatif et rendre en fait cette révolution qualifiante et quelque chose de bien pour tout le monde au lieu d'en faire une source de travail précaire, d'inégalités qui explosent, etc. Et donc ça on verra... Mais voilà, c'est un petit peu ce que je... Il y a un sondage BVA pour Orange qui a été réalisé et dont un des principaux résultats indique que 7 actifs sur 10 reconnaissent que le numérique impacte déjà sur leurs emplois. Mais dans le même sondage que vous retrouverez dans le dossier de presse qui vous sera distribué après, eh bien vous verrez aussi que ça crée quelques inquiétudes. Parce que, Augustin Landier, moi je me tourne vers vous, est-ce que maintenant on sait dans le fond quelle distinction on peut faire entre les secteurs qui sont le plus touchés? Est-ce qu'il y a des métiers qui disparaissent? Est-ce qu'il y a des métiers qui apparaissent? Est-ce qu'on est voué, et on en reparlera, à une forme de fin du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, pour partie, Philippe a déjà commencé à attaquer ces questions. Je crois que on est dans les 2 dernières années ou les 3 dernières années sont des années un peu de prise de conscience, un peu comme pour le changement climatique, mais la numérisation, en fait, elle travaille les entreprises depuis les années 90, grosso modo, et elle est à l'œuvre, et une partie du trend d'inégalité, de la tendance à la hausse des inégalités qu'on observe aux États-Unis, où ces forces ont pu percoler beaucoup plus vite, mais aussi en France, et on va en parler, viennent de là, et ça vient des années 90, et on observe pas mal maintenant dans les données ce que les économistes appellent la polarisation, c'est-à-dire ce que Philippe décrivait comme la disparition de beaucoup de jobs de milieu de gamme. Ça a commencé par les ouvriers dans les usines qui ont été remplacés par des robots. Maintenant, ensuite ça a été les tâches de secrétariat. Et puis ça remonte la chaîne vers des jobs, par exemple dans les cabinets d'avocats. Il y a beaucoup de jobs que vous pouvez maintenant remplacer par des logiciels. Et donc voilà, il y a pas mal de jobs de milieu de gamme qui disparaissent. Alors,
que font les gens? Vers quoi se reconvertissent-ils? Ce qui se développe, c'est les deux extrêmes de la distribution. C'est soit des jobs très qualifiés qui sont des jobs managériaux, donc là il faut avoir des responsabilités et donc les qualifications ou le talent qui va avec, ou alors des jobs de service à la personne qui sont moins qualifiés, moins bien payés, mais qui se développent en masse. Et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Le numérique n'est pas en soi l'ennemi du travail peu qualifié. En ce moment, c'est plutôt l'ennemi des jobs milieu de gamme, moyennement qualifiés. En revanche, il permet à beaucoup de gens peu qualifiés de travailler plutôt plus qu'avant. Comme Philippe le disait, ça permet de développer une réputation très rapidement, ça permet d'accélérer le matching entre les gens qui ont du travail à offrir et ceux qui ont besoin de manière ponctuelle de quelqu'un pour remplir cette tâche. Et donc la combinaison des deux choses fait que voilà, c'est pas l'ennemi du travail peu qualifié. En revanche, le traitement français de la question des inégalités, qui a été pendant les 2 dernières décennies d'essayer de maintenir un SMIC relativement élevé, touche un peu, devient vraiment toxique pour une grosse partie de la population dont la productivité ne franchit pas la barre du SMIC. Alors, en prenant en compte aussi le risque pour l'employeur d'embaucher quelqu'un en CDI ou au moment où un CDD doit être converti en CDI ou supprimer le risque pour l'employeur d'embaucher de manière permanente la personne. Aujourd'hui en France, ce qui marque la situation de la société française, c'est une grosse fraction de la population peu qualifiée qui se trouve aujourd'hui exclue de l'emploi, et à mon avis moins pour des raisons qui tiennent à la technologie qu'aux institutions qu'on a choisies, qui ne sont pas des institutions idiotes. On a essayé de faire passer la redistribution par l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise est en train de changer et une grosse partie des travailleurs peu qualifiés vont être plutôt sur des statuts indépendants ou semi-indépendants qui font que l'entreprise ne peut pas être le lieu de la redistribution. On ne peut pas imposer à l'employeur de faire un geste, entre guillemets, pour être sympathique. Ce n'est pas une question de sympathie du tout, c'est-à-dire que les salaires ne peuvent pas être supérieurs à la productivité des personnes. Tant qu'on ne prendra pas ça en compte, on aura un taux de chômage très élevé sur les personnes peu qualifiées, ce qui est la marque du chômage français. On n'a pas de chômage sur les gens qui ont une année d'études après le bac ou plus en France. On est à 5% de chômage sur cette catégorie de la population. Le problème qu'on a, c'est vraiment l'intégration des personnes qui n'ont pas le bac. Très peu qualifiées et extrêmement peu qualifiées. Enfin, je vous trouve relativement optimiste parce que moi, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le rapport de Davos qui indique que sur les 15 pays les plus industrialisés, il est prévisible qu'il y ait 7 millions d'emplois qui soient détruits, 2 millions créés, et donc on est à un solde quand même au total de 5 millions d'emplois détruits. On va en reparler. Moi, je vais me tourner peut-être vers Georges Plassa, qui, donc PDG de Carrefour, le premier distributeur en Europe, 2e dans le monde, 382 000 collaborateurs, 12 000 magasins. Vous avez, et vous subissez de plein fouet aussi, cette révolution numérique, le e-commerce, les sites pure player et Amazon en quelque sorte. Je pense que c'est d'abord, on est dans une période qui me paraît extraordinairement intéressante. Je crois qu'il faut commencer par là, comme si on était passé de la grotte de Lascaux à Basquiat, en fait. Et évidemment, la peinture contemporaine a l'air d'avoir défiguré complètement les talents les plus conservateurs. Donc je pense qu'il faut bien regarder ça. Et en réalité, aujourd'hui, une fois qu'on a regardé Basquiat longtemps, on a du mal à regarder des peintres flamands trop longtemps. Donc, une évolution qui est dans la vie et qui me paraît fondamentale. Moi, je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se regarder nous-mêmes. Quand on parle des robots qui remplacent les travaux manuels, en quelque sorte, qu'on dévalorise trop. Parce qu'on parle de travaux qualifiés, pas qualifiés. Je pense qu'il faut en profiter pour revisiter ce qu'on appelle les emplois qualifiés. Mais le robot est un autre nous-mêmes. Et quand l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence tout court, on verra que les intellectuels commenceront à s'intéresser au sujet de l'emploi. Mais c'est devant nous. Et donc on regarde tout ça comme un autre nous-mêmes, avec beaucoup d'inquiétude. Et en réalité, la numérisation a un impact considérable sur les entreprises parce qu'elle les rend beaucoup plus transparentes. Elle les connecte avec leur environnement le plus total. Et pire que tout, elle se connecte elle-même avec elle-même. Et donc, on a des effets de miroir, des effets d'observation, des effets de surprise. Et je crois que ça inquiète beaucoup les gens. En réalité, c'est une révolution fondamentale qui est surtout une révolution de nature psychologique. Parce que pour le reste, quand vous me parlez de la livraison à domicile, moi, quand j'étais gosse, on trouvait le lait sur le palier de l'appartement tous les matins. Donc, il y avait déjà des livraisons à domicile. Les commandes se faisaient par téléphone ou par fax ou par téléx ensuite. Donc tout ça, c'est une révolution purement technique, mais en réalité, derrière, il y a beaucoup de psychologie, il faut le faire comprendre aux gens. C'est notre rôle, et quand on dit qu'il y a une suppression massive des emplois intermédiaires,
c'est-à-dire les emplois, j'ai entendu emplois intermédiaires, ouvriers, etc. En réalité, on va rentrer dans une démocratie directe, puisque tout le monde aura accès à une foule d'informations considérables. Au lieu d'envoyer les informations, les gens vont aller les chercher, ils vont se connecter entre eux, ils vont leur donner une lecture sans doute clanique, il va y avoir une dispersion considérable des idées et des points de vue, et si on n'a plus du tout des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui accompagnent, qui canalisent, qui rassurent, on risque d'être dans une démocratie directe d'une assez grande violence. Donc la psychologie va s'emparer du numérique. J'en suis convaincu, et c'est une grande chance. Et une chose que le numérique ne fera pas, c'est de substituer les sensations à l'homme. Le cerveau peut probablement être challengé, pas les sens. C'est tout ce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie. Donc il y a un grand travail devant nous pour encourager les gens à développer leur sens, à être eux-mêmes et à porter leur souffle. J'entends bien que vous êtes déjà prêt à la réponse et à la réaction, c'est très clair. Mais concrètement aujourd'hui, est-ce que vous avez transformé des choses? Vous vous sentez menacé par cette révolution numérique? Non, pas menacé. Je pense que la peur est vraiment la dernière des bonnes réactions. On n'est pas menacé, on est lucide. Tout à l'heure, Stéphane a parlé d'invasion. Donc on est aussi dans un phénomène purement économique et financier. Évidemment, comme le numérique se qualifie lui-même, on y voit un futur absolument considérable qui entraîne les capitaux, on le voit bien sur ce qu'on appelle les GAFA, et cette inondation dont vous parlez, ça nous embarque. Dans une certaine mesure, c'est un mouvement financier et économique qui se substitue à l'effondrement de structures traditionnelles. Mais j'entendais il y a quelque temps l'un de mes actionnaires, je ne voudrais pas être obséquieux, mais je le dis quand même, qui n'est pas des moindres, qui était Bernard Arnault, commentant le marketing, etc., qui est un mot qui, je crois, pour lui, n'a pas une signification très profonde. Il disait une chose importante, il disait « il n'y a que le poisson mort qui accompagne le courant ». Donc, évidemment, ceux qui savent ça continuent de balancer de l'eau dans les turbines. Et moi, ce que je pense, c'est que les squales, par contre, ne mangent que les poissons vivants. Donc, on doit choisir son destin. Mais surtout, ne nous laissons pas embarquer, accompagnons, mais ne nous laissons pas embarquer ou déborder par ce principe. J'entends bien cet optimisme et ce volontarisme. Sébastien Bazin, PDG d'accord, vous le dites vous-même, vous avez pris de plein fouet, il y a un micro devant vous, 3 vagues numériques. Les agences en ligne, la concurrence des agrégateurs et les disrupteurs. Donc les agrégateurs, Expedia, Booking, les disrupteurs, Airbnb, vous êtes quand même au cœur un peu des entreprises, des secteurs qui sont devant ces révolutions numériques et qui quand même en payent un peu le prix dans un premier temps. Ah, mais c'est sûr qu'il va y avoir un décalage. C'est sûr qu'il y a un décalage extrêmement important entre les emplois qui vont être détruits dans mon industrie comme ailleurs et des emplois qui vont être créés grâce à l'essor de nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouveaux produits. Je suis sûr de ça. Est-ce que ce décalage va durer 18 mois, 24 mois, 36 mois? Et ce décalage, le plus important pour moi, c'est qu'est-ce que nous en faisons au niveau politique, social, comment on y répond? Parce qu'il va exister. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper, il faut le préparer, il faut réfléchir, il faut s'adapter. Ce que moi je dis depuis que je suis arrivé à la tête d'accord, c'est que d'abord j'aime pas le mot révolution numérique. Je préfère, on est dans une mutation industrielle extrêmement forte et sur laquelle moi, à titre personnel et accord, je veux l'embrasser, cette mutation. Je la souhaite, je la désire, je ne veux pas la subir, je ne veux pas la combattre. Et en même temps, Georges a raison, il faut qu'on soit extrêmement lucide. Moi, j'ai deux challenges qui sont de nature différente, mais qui sont tous les deux liés à cette mutation. Il y a un premier challenge qui est que je peux perdre un certain nombre de clients qui vont aller sur Airbnb et qui ne vont plus aller dans les hôtels. Donc, j'ai potentiellement un problème de chiffre d'affaires et de trafic. Et j'ai un deuxième challenge, qui est un challenge de marge, dans lequel le coût d'acquisition d'un client, le coût de distribution est de plus en plus élevé, puisque je risque d'être dépendant d'un certain nombre de plateformes de distribution, type Expedia, type Booking, l'achat de mots-clés à travers Google, qui sont de plus en plus onéreux et qui sont entre des mains de duopoles ou monopoles. Car le numérique permet à des gens de créer des parts de marché globales et des leaderships mondiaux en à peine 5-6 ans, là où ça a pris 50 ans à l'économie traditionnelle. Donc, et les réponses ne sont pas les mêmes dans ces deux enjeux. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, à travers Airbnb, c'est que c'est vrai qu'un emploi sur 10 en France est lié au monde du tourisme, principalement dans l'hôtellerie et la restauration.
plus on va avoir des hôtels qui ne vont plus savoir comment répondre à ces deux enjeux-là. Plus ces hôtels auront du mal à attirer leurs clients, à entretenir le bâtiment et à payer ses propres salariés. Parce que si elle n'a plus de clients, elle ne peut plus entretenir son bâtiment. Moins son bâtiment sera entretenu, plus le rating sur TripAdvisor sera mauvais, puisque les pauvres gens ou les seuls qui vont y venir vont être déçus. Et donc plus c'est une spirale infernale dans laquelle l'hôtelier indépendant se retrouve en non-contrôle, c'est-à-dire qu'il ne contrôle plus son propre destin. Et à ce moment-là, ces emplois qui sont dans ces hôteliers indépendants, ils ne vont pas aller travailler sur Airbnb. Alors oui, ceux qui ont la chance d'être propriétaires de leurs biens peuvent peut-être accueillir des autres. Donc maintenant, ce que moi je trouve, Airbnb est formidable, je l'ai dit, je le répète, je dois donc me dire qu'est-ce que le client va chercher sur Airbnb qu'il doit retrouver dans un hôtelier indépendant ou chez moi. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir. Donc on y répondra dans la deuxième partie. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas la subir. Ces clients vont sur Airbnb parce que c'est moins cher, parce que c'est plus grand, parce que c'est mieux localisé. Voilà, on sait répondre à ces trois enjeux-là. Il faut juste que cette réponse-là, elle soit extrêmement pédagogue. Parce que c'est bien d'avoir un plan digital. Et on a un vrai plan digital. On a une architecture, on a des expertises. Mais ça ne sert à rien d'avoir un plan digital si on ne sait pas le réaliser. Parce que l'idée, c'est 1, le projet, c'est 10, la réalisation, c'est 100. Et donc là, on est en train de tester toutes les grandes sociétés sur ont-ils la capacité d'exécution, de réalisation et donc de pédagogie. Quand on a 200 000 collaborateurs comme moi, vous en avez 180 000 qui ne la comprennent pas, cette mutation, et qui ne savent pas comment y répondre. Donc je dois les aider à avoir les mêmes outils, les mêmes instruments que les clients en face d'eux, d'où les smartphones. Voilà, toute cette relation humaine, tout ce changement de culture est extrêmement profond au sein des grandes entreprises comme les nôtres. Vos salariés, aujourd'hui, vous dites, vos collaborateurs, ils doivent avoir leur smartphone sur eux, alors qu'avant on disait pas question. Mais non, pas question, parce qu'on avait la trouille qu'ils aillent sur Facebook pendant leurs heures de travail. Ils iront quand même, mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'ils iront 3 ou 4 fois sur Facebook, et le reste du temps, ils vont regarder des applications mobiles, ils vont aller sur les réseaux sociaux, qui sont exactement les mêmes, dont vont bénéficier les clients quand ils vont rentrer dans un hôtel. Vous ne pouvez pas laisser un de vos collaborateurs avoir devant lui un client qui va lui montrer qu'il a une application, qui va lui donner un prix qui est différent que celui qu'on lui aura donné, et qui va donc rendre mon collaborateur, 1, pas fier, 2, humble, et 3, se sentir idiot. Donc il faut que les mêmes outils dont bénéficient mes clients sont à la disposition de mes collaborateurs, avec la même envie de les utiliser. C'est extrêmement important, ce n'est pas un rapport de force aujourd'hui. On est dans un rapport, et c'est pour ça que notre ami, encore une fois, Georges a raison, le plus important pour nous, c'est que, et en tout cas dans le monde de l'hôtellerie, c'est que nous avons une interface, une interaction avec notre client qui est dans le monde de l'émotion, dans lequel on a un partage, on a une réflexion. Une grande partie des plateformes numériques sont dans une relation que j'appelle froide. Ils n'ont pas cette interface client car ils ne l'ont jamais vue, sauf bien sûr nos amis Blablacar, Litchi et autres. Mais c'est très important ça, il faut qu'on arrive à bâtir là-dessus, ce moment de partage, d'émotion, d'interface, il faut qu'on lui donne une vraie valeur et une vraie importance. Stéphane Richard, Orange, c'est un des principaux opérateurs de télécom dans le monde, un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. Donc vous êtes à la fois un acteur de la révolution numérique, puisque vous proposez, vous accompagnez la transformation numérique, et en même temps, comme entreprise, vous la subissez, vous la vivez, vous en vivez les effets au quotidien. Donc d'abord, quels sont ces effets? Comment vous traversez cette période? Oui, d'un certain point de vue, nous, on est celui qui fournit les pelles au moment de la ruée vers l'or. Bon, donc, on ne va pas se plaindre de ce positionnement-là. Et il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas de révolution numérique si on n'a pas les réseaux qui permettent l'explosion des usages. Et nous, c'est la première mission qui est la nôtre, c'est de déployer ces réseaux, la fibre optique par exemple, ou le très haut débit mobile. Donc, on ne peut pas dire que nous, on se sente menacés dans le fond de ce qu'on fait et la mission finalement qui est celle de l'entreprise. Au contraire même. En revanche, bien sûr, le numérique, pour nous, c'est aussi beaucoup de défis à relever. C'est d'abord un défi dans la manière dont on s'adresse au monde extérieur et à nos clients en particulier. Vous savez, c'est tout ce chantier de la digitalisation de la relation client, où là, moi, je voudrais juste dire une chose simple, je crois, qui d'ailleurs est très partagée par Georges. C'est que moi, je ne crois pas à l'opposition ou à la substitution du physique et du numérique. Je ne crois pas que demain... les gens vont faire 100% de leurs actes d'achat ou simplement aller chercher du conseil, de l'information sur Internet et ne plus mettre les pieds dans une boutique.
Je crois tout le contraire, en fait. Je crois qu'il y a vraiment un enrichissement, une complémentarité au sein d'un parcours qui est devenu différent des utilisateurs, des clients, entre le physique et le digital. Moi, je crois beaucoup à la force du modèle qui allie les deux et qui est dans la proximité physique. En France, Orange nous n'avons pas un client Orange qui est à plus de 30 minutes d'une boutique Orange. Et c'est ça notre principe. Et en même temps, on développe beaucoup, bien sûr, le canal digital. Développer le canal digital, ça veut dire aussi, c'est un peu la deuxième idée, mener la digitalisation de l'entreprise à l'intérieur. Et il ne faut pas croire que parce que Orange est dans la technologie et dans les télécoms, on n'est pas complètement confronté à ce sujet, bien évidemment. On a 90 000 salariés en France, et donc la transformation digitale, c'est un énorme défi. Pour faire simple, moi je crois que le maître mot, c'est la formation, évidemment. Enfin, c'est la sensibilisation, la formation et un peu l'équipement. La formation, on a développé beaucoup d'actions pour vraiment permettre à tous nos salariés, hein, sans aucune exception, quel que soit le niveau qu'ils occupent dans l'entreprise, de se sentir plus à l'aise avec ces outils du numérique. On les a équipés. Notamment cette année, on a fait une opération, ça peut paraître amusant, mais on a donné un terminal 4G, un smartphone et bien sûr aussi un forfait qui va avec à tous nos salariés en France. Ce n'était pas le cas. On en avait encore un certain nombre de milliers, pour ne pas dire de dizaines de milliers, qui n'avaient pas cet équipement. Donc, il y a de l'équipement, il y a de la formation. Et juste un mot pour dire que c'est aussi une observation, moi, qui me frappe beaucoup. Pour les salariés d'une entreprise comme Orange, il faut savoir gérer aujourd'hui des situations dans lesquelles on n'est plus systématiquement, forcément, en situation d'expertise. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les clients qui viennent dans nos boutiques ou qui appellent nos call centers, ils sont de plus en plus experts eux-mêmes dans l'utilisation des outils du numérique, des applications, etc. Et donc, ce rapport de force, en quelque sorte, hein, entre l'employé de l'entreprise et le client, il a complètement changé à l'heure du numérique. Et donc, c'est très important de tout faire pour que nos salariés, en particulier ceux qui sont en face du client, bien sûr, retrouvent quand même ce niveau de confiance aussi et d'expertise qui leur permet de rentrer dans une relation qui ne vont pas subir, pour le coup, vis-à-vis du client. Ça, c'est aussi ça peut être un vrai risque de souffrance que de se retrouver en situation d'infériorité de plus en plus souvent par rapport à des utilisateurs, des clients qui sont de plus en plus forts. Voilà, donc c'est bien sûr, comme pour tout le monde, des menaces et des opportunités. Moi, je voudrais quand même dire que je suis, pardon d'abonder dans peut-être l'humeur de la matinée, mais je suis quand même assez résolument optimiste. Je pense que le numérique, c'est quand même fondamentalement un grand facteur de progrès pour l'humanité. Bien sûr qu'il y a des risques, il y a ceux de la sécurité notamment, on en parlera peut-être, mais quand on voit tout ce que ça permet aujourd'hui, en termes d'accès à la connaissance, en termes d'accès à tout un tas de services qui existent déjà et qui sont modifiés par le numérique, mais aussi qui sont révélés. Et cette idée de révéler des demandes latentes me paraît très forte aussi à l'heure du numérique. Alors j'étais en train de voir en même temps que vous que nous avons deux dessinateurs qui illustrent un petit peu les propos de chacun et vous avez pu observer certaines des caricatures que vous voyez là et qui sont assez savoureuses. Céline Lazorte et Frédéric Mazzella, alors vous êtes les trouble-fêtes, vous êtes les disrupteurs, vous êtes peut-être un peu ceux qui n'avaient pas assez d'émotions. Enfin, on y va. Céline Lazorte, Litchi et Frédéric Mazzella l'un après l'autre. Qu'est-ce que vous nous dites sur cette menace? Vous, au contraire, vous dites non, c'est une opportunité, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois d'abord que le numérique est preuve d'opportunité, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement, je pense aussi que, par exemple, la création de Litchi, elle ne s'est pas faite en opposition des banques, elle s'est plutôt faite par-dessus. C'est un service de cagnotte en ligne qui n'existait pas. L'idée m'est venue un peu par hasard. Et en fait, le nombre d'emplois créés, finalement, c'est fait. Ce sont de nouveaux emplois créés et pas des emplois détruits.
On a récemment annoncé notre rachat par le groupe Crédit Mutuel Arkea en septembre dernier. Donc c'est aussi montrer qu'il y a une certaine complémentarité entre les startups et les grands groupes et que probablement les startups ont besoin à un certain moment de grands groupes et les grands groupes ont aussi besoin des startups. Et cette collaboration-là, elle me semble riche d'intérêt parce que cela signifie que nous avons besoin probablement des ressources d'un groupe tel que le Crédit Mutuel Arkea, de la connaissance, c'est ça qu'on est allé chercher, de l'expertise métier que nous n'avons pas puisque nous sommes une entreprise qui a 5-6 ans. Et inversement, Crédit Mutuel Arkea est venu chercher chez nous des compétences, une façon de fonctionner, un chiffre d'affaires, une entreprise. Il y avait des exemples assez intéressants, notamment sur la partie B2B métier de Litchi, donc, qui s'appelle MangoPay, qui distribue en marque blanche une solution techno de paiement. On se rend compte que la collaboration avec Crédit Mutuel Arkea nous permet de conserver en interne un certain nombre de clients qu'ils avaient déjà. Donc en fait finalement d'aller chercher soit des nouveaux clients, soit de les conserver. Donc ce travail et cette collaboration me semble assez importante. Un des exemples aussi qui me vient à l'esprit, j'ai bien aimé l'intervention à ce sujet de M. Plassa, c'est effectivement le numérique va aussi d'une certaine façon aplatir le monde, le rendre plus petit, redonne de la transparence et finalement redonne la voix aux consommateurs. Les réseaux sociaux et j'en passe. Et il y a un exemple que j'ai envie de vous partager qui est l'exemple de la société Barbie, qui est assez rigolo puisque Barbie a été beaucoup critiquée pour ses modèles de poupées pas au goût du jour, sexistes, etc. Critiquée sur les réseaux sociaux. Donc grand risque pour l'entreprise de perte d'emploi, perte de chiffre d'affaires, perte de crédibilité, donc d'une certaine façon mise en péril de ses emplois. Et Barbie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Au lieu de rester contemplatrice, et puis finalement peut-être elle n'a pas eu le choix parce que les agitateurs étaient suffisamment forts pour lui donner l'opportunité de réagir, et elle a recréé de nouvelles poupées plus adaptées à son monde, plus adaptées à notre monde. Donc, plus rondes, quoi, soyons clairs. Hein, plus rondes, plus petites, plus grandes, plus différentes, plus diverses. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le numérique a forcé une entreprise finalement très traditionnelle à se réinventer, à conserver sa capacité d'innovation et donc à conserver ses emplois. Un dernier point sur l'entreprise numérique en elle-même, qui est une entreprise qui est plus juste et qui, à mon avis, est aussi représente mieux les valeurs de notre génération, de la génération notamment Y, et en tout cas les envies des plus jeunes qui entrent sur le marché du travail. C'est une entreprise qui emploie à 92% des CDI. Donc, d'une certaine façon, on a une pérennité de l'emploi. C'est une entreprise qui est plus diverse, qui est plus féminine. C'est une entreprise qui est plus jeune aussi, bien évidemment, sur lesquelles les écarts de salaire sont en moyenne de 1 à 4 entre le plus bas et le salaire le plus élevé, et sur laquelle la répartition des richesses est différente, puisqu'en moyenne, fondateurs et employés ont à peu près 40 à 50% du capital de l'entreprise. Donc c'est aussi une nouvelle façon d'entrevoir l'entreprise, probablement avec des répartitions de richesses plus justes. Au niveau de la formation, et je crois que c'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, notamment par Augustin, et effectivement je pense que le numérique oblige aussi à une espèce de formation continue. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait le passage générationnel, parce qu'à mon avis c'est un passage générationnel et pas de 18 mois à 24 mois, mais plutôt de quelques années, finalement, l'entreprise aura et devra former de façon continue ses salariés, et donc ces salariés seront beaucoup plus adaptables au monde qui sera celui-là, et donc il y aura probablement moins de difficultés à passer d'un monde traditionnel à un monde nouveau, puisque le salarié aura eu l'habitude de changer de poste, changer de responsabilité, changer de langue, changer de périmètre, et donc sera plus souple. Merci beaucoup Frédéric Mazzella. Vous nous dites non seulement on révèle des besoins latents, mais en plus on met en commun des ressources inutilisées a priori, puisque chez vous, avec Blablacar, tout le monde devient à la fois fournisseur et client. Oui, complètement. J'avais juste une question. Avant de commencer, je voulais savoir, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Ken aussi ? Parce que j'ai pas suivi l'histoire. J'avoue pas avoir suivi l'histoire de Barbie. Je suis d'accord, c'est vrai. Oui ? D'accord, je vais regarder si c'est adapté aussi à son monde. Alors, sur effectivement ce qu'on est en train de créer,
Alors, on peut partir de différentes visions. Alors, bon, déjà, Céline l'a dit, mais on crée des nouveaux emplois, en fait. Bon, chez nous, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. La moitié, pour pas dire les 3/4 des emplois des gens chez nous n'existaient pas il y a 3, 4, 5 ans. C'est vraiment des choses très nouvelles. On crée des CDI et c'est des nouveaux métiers, à la fois évidemment sur tout ce qui est technologique, mais aussi sur tout ce qui est marketing, sur tout ce qui est communication. Gérer une communauté de plusieurs millions de fans sur Facebook, c'est un métier. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Il faut apprendre à le faire. Ça demande à la fois du contenu et aussi des méthodes qui n'étaient pas celles de la communication il y a quelques années. Faire des campagnes en online marketing quand vous avez des milliers et des milliers de campagnes marketing qui tournent dans une vingtaine de langues, dans une vingtaine de pays, sur des milliers de sites différents, c'est aussi un métier très compliqué et il faut savoir suivre évidemment l'efficacité de toutes vos campagnes. Donc c'est aussi un métier très orienté data. Voilà, et évidemment faire une technologie avec des centaines de serveurs dans des containers qui sont capables de répondre à des dizaines de milliers de requêtes par minute, c'est aussi un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Donc en fait tout ça, tout ce qu'on est en train de créer, au-delà évidemment du service lui-même, ce sont des choses très nouvelles et donc c'est plutôt une nouvelle donne et un nouveau démarrage avec des nouveaux métiers qu'il faut accompagner et que la société doit accompagner. Et donc on en revient toujours à la question de la formation parce que évidemment c'est là où c'est le plus dur parce qu'en fait la formation bizarrement forcément, elle se retrouve, alors je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, elle se retrouve en retard par rapport aux métiers qui sont faits dans les entreprises. Donc c'est assez embêtant parce qu'on ne peut pas trouver des gens qui ont fait une formation qui va leur permettre d'être plug and play chez nous. Au contraire, ils arrivent, on leur dit, bon, tu sais, bon, tu as appris des trucs à l'école, mais enfin, là, ce qui va se passer ici, malheureusement, ça n'a pas grand-chose à voir. Il va falloir, ça va prendre 6 mois, 1 an, mais tu vas apprendre un nouveau métier. Donc voilà, la deuxième chose sur tout ce qui est cohérence et transparence amenée par les moyens de communication, ça c'est sûr, c'est une évidence. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passait avant, encore une fois, mais aujourd'hui une société ne peut pas avoir des discours différents en interne et en externe. C'est absolument impossible, tout simplement parce que tout le monde est connecté à tout fuite partout, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez 2 discours différents, ça se télescope, mais très très vite sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez. Mais en gros, c'est pas possible. Donc de toute manière, ça force à beaucoup plus de cohérence et de transparence. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on est beaucoup plus fort quand on est complètement cohérent de A à Z. On a beaucoup plus de puissance, c'est-à-dire on utilise totalement sa puissance de réflexion sur un seul sujet et pas sur 2 en se disant est-ce que je vais envoyer 2 discours qui sont compatibles et qui vont quand même fonctionner sur une certaine période de temps. Voilà, donc après sur la formation, on a dit, je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Moi, je suis pour le PHP à l'école primaire. Hein. Enfin, voilà, je pense que d'ailleurs le président de la République l'avait annoncé, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je crois pas. Enfin, peut-être qu'il doit y avoir des expérimentations, mais il faut vraiment apprendre à coder le plus tôt possible parce que c'est un nouveau langage pour demain. Comprendre comment fonctionnent les langages de programmation, c'est pouvoir s'adapter au monde de demain. Si on le fait pas, on va être embêté. Alors, pour revenir sur votre point sur l'équilibre et ce que l'on est en train de créer avec des conducteurs et des passagers chez nous, et en tout cas des gens normaux, mais qui ont une activité qui leur permet d'économiser sur des ressources inutilisées, je voulais prendre juste une vision un petit peu macro avec quelques chiffres. Une voiture coûte 5 à 6 000 euros par an à entretenir en moyenne. Donc quand vous comptez l'essence, le péage, dépréciation du véhicule, assurance, parking, réparation, éventuel PV, vous êtes à 5-6 000 euros par an par voiture. Il y a 38 millions de voitures en France. Vous faites 5-6 000 fois 38 millions, on est à 200 milliards. 200 milliards d'euros, c'est 10% du PIB. Donc on passe 10% de notre PIB à opérer, maintenir, faire tourner nos 38 millions de voitures. Ensuite, vous regardez l'usage, les voitures passent 96% de leur temps arrêtées, donc elles sont dans un parking ou sur la voie publique. Elles passent 0,5% de leur temps dans les bouchons, 0,8% de leur temps à chercher une place de parking, et il nous reste 2,7% du temps où les voitures roulent et font ce pourquoi on les a construites. Quand elles roulent, malheureusement, donc les 2,7% du temps, 3 fois sur 4, il y a un conducteur à bord, donc elle est aux 3/4 vide. Donc en fait, on utilise 1/4 de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Vous avez tous suivi là, vous êtes tous là avec nous, hein? Ok. Donc, très bien. Voilà l'équation. Je ne pense pas qu'il y ait un seul opérateur de bus, d'avion ou de train qui serait fier d'annoncer
Bonjour, mon parc est arrêté 96% du temps. Ouais. Désolé. Et puis, donc, quand il roule 2,7% du temps, on met que le chauffeur à bord parce qu'on trouve que c'est quand même vachement mieux. En fait, l'équation à laquelle on s'attaque, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur qui s'est occupé de la flotte de voitures des particuliers. Il n'y a pas un opérateur qui possède toutes les voitures et qui dit bon là maintenant on va rationaliser un petit peu votre truc là parce que ça coûte un peu cher quand même. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on amène une solution avec les nouvelles technologies, les combinaisons de 3 choses qui sont les bases de données, les moteurs de recherche et la connectivité qui permettent de créer un nouveau service qui donne accès à tout le monde depuis son téléphone portable à une méga solution d'optimisation du parc. Mais l'opportunité elle est gigantesque et donc la question qui vient juste après c'est est-ce qu'on peut se permettre de ne pas faire ça alors qu'on a le changement climatique qui nous revient à l'esprit tous les jours, parce que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, le changement climatique. Enfin, c'est pas un effet de mode, hein. C'est quelque chose qui est là pour durer très longtemps, et donc il faut faire quelque chose pour. Donc, Blablacar, solution de salubrité publique. C'est ce que j'ai compris. Jean, je place ça. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur comment on s'adapte, comment on se transforme. Est-ce que c'est d'abord défensif ? Parce que les conditions de la concurrence peuvent apparaître un peu déloyales, ou offensif, avec de l'innovation. C'est un peu les deux. Mais je dirais, pour moi, le numérique introduit un concept très différent dans les entreprises qu'on appelle l'extraterritorialité. Je vais vous dire pourquoi, c'est comme une passe dans le vide. Nous, par exemple, on a plusieurs formats. On a des hypermarchés, des supermarchés, des petits magasins de proximité. Ces formats répondent à des fonctions différentes. Le client, qui est un client Carrefour, il peut passer de l'un à l'autre comme il l'entend. Maintenant, avec le digital, il peut passer une commande à distance, se faire livrer chez lui, ou passer une commande à distance, décider de passer dans le magasin. Nous, on peut le solliciter pour aller chercher un produit sans savoir tout à fait précisément dans quel format il va aller le chercher. Donc, il y a une rupture des frontières, il y a un changement de territoire. On vient de métiers qui étaient extrêmement territoriaux et donc la disparition de ces frontières pose une question pour les gens que nous sommes qui est de savoir où on habite. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une passe dans le vide. Deuxième chose, ça introduit une dimension dans l'offre qui est considérable. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur son écran, un client va avoir toutes les offres possibles devant lui, donc ça stimule la concurrence sur des critères objectifs. Et en quelque sorte, ça ouvre le champ à de nouvelles méthodes de concurrence qu'on n'avait pas anticipées précédemment. De nouveau, ça génère des peurs. Donc tout ce système, j'entendais tout à l'heure notre ami de Blablacar parler du taux d'utilisation de ces voitures. Moi qui étais quelque temps dans l'hôtellerie, je recommanderais à mon ami Bazin, par exemple, d'utiliser 3 fois le day use. Parce que si vous avez 24 heures de disponible et que les gens dorment au maximum 8 heures par jour, ça introduit de nouvelles opportunités fantastiques. Parce qu'au fond, un hôtel, il est immobilisé pratiquement 70% de son temps dans la fonction du sommeil. Il faut un peu choisir quand même avec qui on va et avec qui on dort. Et où, hein, quand même. Non, mais, et puis, comme le Airbnb se développe, vous allez aller plus loin dans la nature des services, vous verrez, vous finirez par déboucher sur l'économie du partage. Donc je dis changement de territoire, changement de concept, c'est une énorme passe dans le vide et je trouve que ça, c'est ce qui rend les choses extraordinairement intéressantes. Qu'est-ce qui s'est transformé dans les emplois du coup ? Quelle transformation dans les emplois et qu'est-ce que vous suggérez ? On va écouter les économistes dans un instant sur leurs suggestions de fond, mais qu'est-ce que vous suggérez vu votre expérience aujourd'hui ? Moi je pense que tout va consister à comprendre mieux le client. Maintenant, pas le comprendre au point de suivre toujours sa demande parce que les entreprises deviendront inintéressantes. Moi, je suis plutôt partisan de l'offre. Donc, vous voyez, ça nous met dans une situation d'extraterritorialité. Est-ce qu'on est là pour répondre à ce que demande un client ou est-ce qu'on est là pour lui offrir quelque chose à quoi il ne s'attend pas ? Donc, il faut que nos gens comprennent que les applications vont être la clé. Qu'est-ce qu'on va faire avec le numérique ? Comment est-ce qu'on va interpréter ce que disent nos clients, comment on va le traduire en différenciation chez nous. Et ça, c'est quelque chose je crois, tout à fait passionnant. Donc, c'est une passe dans le vide. Vous savez, les Brésiliens ont inventé la passe dans le vide, c'est-à-dire on envoie le ballon à un endroit où il n'y a pas de joueur. Donc forcément, si vous regardez ce qui se passe, vous les pensez un peu idiot. Mais assez rapidement, il y a quelqu'un qui arrive et qui s'empare du ballon. C'est pour ça qu'on est un peu aussi au Moyen-Âge. Hein. Il y a des gens qui vont s'emparer du ballon plus vite que d'autres. C'est tout. Sébastien Bazin, vous êtes
dans la défensive d'abord, sur la loyauté de la concurrence, et puis vous transformez les emplois de fait aujourd'hui, ou vous avez un autre regard de conquête, de reconquête d'un certain nombre de marchés? Non, moi, la première chose à faire, c'est, une fois qu'on a fait le diagnostic, on l'a fait tout à l'heure, c'est de se transformer soi-même. C'est-à-dire, et je le dis, puisqu'il est là devant moi, et ça fait partie d'une des plus belles rencontres que j'ai faites depuis 10 ans, c'est Joël de René. Et je lui dis, puisque je lui dois ça, il m'a ouvert les yeux en me disant, mais attention, si on part du principe, je pense que tout le monde dans la salle, on est d'accord pour dire que cette mutation numérique, elle a un enjeu principal, c'est que 90% de ce qui a été créé au bénéfice d'un client. D'accord ? Dans lequel on a donc réfléchi ce dont on a besoin à l'extérieur, et je vais me débrouiller pour inventer une technologie, un service qui va donc offrir ce produit à ce client. Donc voilà, alors que pendant 2 siècles, on a pensé exactement à l'inverse. On produisait quelque chose et on se débrouillait pour le vendre. Attention, cette mutation, elle est fondamentale. Pendant 50 ans, j'ai pensé produit, j'ai pensé marque, alors que dans les années qui viennent, je ne peux penser que client, et après ça, je vais adapter mon produit et ma marque. La deuxième chose, c'est que les grandes entreprises, et c'est ce que je dois à Joël, les grandes entreprises comme la mienne, comme celle de Georges et autres, sont des entreprises pyramidales, dans lesquelles vous avez des rapports de force, dans lesquelles vous avez un patron, un directeur général, des patrons des opérations qui existent parce qu'ils ont une information qui est privilégiée. C'est par la nature de l'information qu'ils peuvent imposer aux autres qui n'ont pas cette information leur lien hiérarchique, leur statut social, leur pouvoir. Toutes les entreprises numériques sont exactement dans un rapport inverse. Ce n'est pas un rapport de force, c'est un rapport de flux. C'est un rapport dans lequel on partage l'information. Mais du coup, vous changez, vous? Mais bien sûr, ça veut dire que... Oui, mais vous savez, on change. Et on change avec quelque chose qui est pas du tout cosmétique, qui en plus, ça se lance ce soir. Et donc j'ai rendez-vous avec eux ce soir et demain, dans lesquels, je le dis, et ça aussi, ça vient de rencontre avec Frédéric, 80% des entreprises numériques ont 3 choses en commun qu'il ne faut pas oublier. La première chose, c'est que 80% d'entre elles ont été créées par des gens de moins de 35 ans. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit « Si on me parle encore de la génération Y, je mords ». Il peut mordre autant qu'il veut, mais il faut qu'il se réveille comme moi. 80% ont été créés par les gens de moins de 35 ans. La deuxième chose qui est importante, elles sont toutes basées sur une technologie. Et la troisième chose, elles sont toutes à une échelle mondiale et dont la rapidité est importante. J'ai la technologie, j'ai l'échelle mondiale. Le problème, c'est qu'un groupe comme le mien est géré par des gens qui ont plus de 50 ans, moi compris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une agilité intellectuelle pour se mettre à réagir. Ça veut juste dire que la lecture du monde de demain n'est pas aussi facile pour moi, pour quelqu'un qui est dans la génération dite Y. Donc, on a décidé, il y a au mois de décembre, et c'est effectif demain matin, dans lequel j'ai mis un comité exécutif de l'ombre, ce qu'on appelle un Shadow Comex, dans lequel j'ai 12 jeunes qui ont été sélectionnés dans tout le groupe, sur 180 collaborateurs, qui ont moins de 35 ans. Il y aura en fait 7 filles et 5 hommes. Donc pour le coup, alors que dans le comité actuel, j'ai 2 filles pour 10 hommes. Et franchement, ces jeunes qui sont là, pour les avoir interviewés, je vais leur donner toute l'information privilégiée du groupe, sur toutes les décisions qu'on aura à prendre. Le pouvoir, pas seulement l'information, le pouvoir. Mais attendez, ils vont répondre tous les mois, ils auront l'agenda de tous mes comités exécutifs, l'intégralité des questions que nous nous posons, l'intégralité de l'information. Ils vont se réunir, ils viennent de toutes les régions du monde, dans toutes les fonctions du monde, et ils vont me donner la direction, leurs décisions, 10 jours avant que mon propre comité se tienne. Je vais vous dire, je suis persuadé que 50% de leurs décisions seront différentes de celles qu'on avait prises. C'est une bouffée d'oxygène, ça va nous faire beaucoup de bien. Le vrai problème dans cette histoire, c'est que je suis donc enceinte de cette idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont me dire il faut aller à gauche, si je décide d'aller à droite, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir que je leur explique pourquoi, en allant à gauche, c'était la mauvaise direction. Et donc, il va falloir, on revient à mon mot pédagogie tout à l'heure. Et là où je veux faire attention, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 42 ans ou 55 ans qu'on est mort dans l'entreprise. Ça veut juste dire qu'il faut partager ce savoir, il faut se respecter, il faut s'écouter et qu'on mette de l'intelligence collective. Si on fait ça, si les grandes entreprises le font, on est sauvé, on va y arriver. Si on continue à gérer dans notre pyramide, dans notre rapport de force, on n'ira nulle part. Stéphane Richard, quelle transformation, quelle stratégie et quel type de transformation des emplois, du coup, vous faites Frédéric Mazzella nous a expliqué tous les nouveaux emplois qu'on n'imaginait pas et qui sont en mutation, et il y en aura encore d'autres, parce que ça va très vite. Vous en êtes où là-dessus? Oui, il y a beaucoup de nouveaux emplois
qui sont liées à la transformation numérique. On en a cité, Frédéric en a cité quelques-uns, ce qu'on appelle les web conseillers, enfin, tous ceux qui gèrent cette relation avec les utilisateurs et les clients sur le mode digital, bien sûr, voient leur nombre augmenter. On pourrait citer d'autres domaines, la sécurité par exemple, la cybersécurité, où on a besoin de beaucoup de compétences, le big data bien entendu, qui est peut-être avec l'avènement des objets connectés, de l'Internet des objets, 50 milliards d'objets connectés d'ici à 2025, et donc une masse gigantesque de données qui vont être un peu le pétrole de demain. Donc il y a beaucoup de nouvelles compétences, et d'ailleurs c'est une question qu'on peut poser aussi à la société et à notre pays. On voit qu'on a aujourd'hui pas assez en fait de ressources, pas assez d'étudiants formés sur ces types de compétences, la statistique pour le big data par exemple. Je peux vous donner une illustration. Nous, on a une activité dans le domaine de la cybersécurité et dans laquelle on a une demande très forte. On a une croissance de 40% par an dans ce domaine-là, et on a ouvert 100 postes. À la fin de l'année dernière, on a réussi péniblement à recruter 10 personnes. Voilà, parce que les quelques compétences qu'il y a, tout le monde se les arrache d'abord, et puis on en produit pas assez. Évidemment, quand on compare cette situation-là avec le chômage de masse qu'on a aujourd'hui dans ce pays, notamment celui des jeunes, l'accès à l'emploi des jeunes, ça pose quand même question. Donc, pour une entreprise comme Orange, il y a aussi la compétition des talents. Et nous, on a toute une politique visant à accompagner l'enseignement supérieur, un certain nombre de filières, pour, je dirais, mieux prendre ce virage et produire davantage de talents. D'ailleurs, cette compétition des talents est aussi un phénomène mondial. Je peux citer une conversation que j'avais il n'y a pas longtemps avec Google, qui m'expliquait qu'ils sont confrontés à un vrai problème aujourd'hui, qui est la perte, Google, la fuite de leurs talents. Ils ont un solde net aujourd'hui qui est négatif, parce qu'en fait, ils subissent de plein fouet la concurrence des startups, et beaucoup d'étudiants qui sortent des universités américaines ont plus envie aujourd'hui, sont plus attirés par des startups, voire par d'autres sociétés de l'Internet. Donc, ce sujet-là, il est, pour une entreprise comme Orange, absolument majeur. Ça, c'est pour le 109, je dirais. Et puis ensuite, il y a bien sûr, comment est-ce qu'on peut accompagner nos salariés actuels, Sébastien a évoqué quelques chiffres. Nous, chez Orange, on a une moyenne d'âge de 48 ans. Et on a actuellement 6000 départs à la retraite chaque année. Bon. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner le corps social, je parle de la France, en dehors de France, c'est très différent, vers ces nouveaux défis du digital? Comment est-ce qu'on peut à la fois intégrer les transformations du numérique à l'intérieur de l'entreprise, on l'a dit, parce que ça change tout, effectivement, dans le management même, et puis aussi leur permettre de mieux affronter ces défis extérieurs. Ça, le seul mot que je redis, c'est la formation. Et nous, chez Orange, on a mis en place toute une série d'actions. En particulier, on a mis en place un module qui s'appelle le passeport digital, qui est un module de formation, de sensibilisation et de formation à toute une série de questions, à la fois sur l'utilisation des outils, l'utilisation des applications du digital. Et on a fait passer la totalité de nos salariés, les presque 100 000 salariés en France, à ce module, à ce passeport digital. On déploie aussi beaucoup d'autres outils. Je pourrais citer le réseau social d'entreprises que nous avons mis en place, et d'ailleurs qu'on a dû refaire complètement, parce que là, une fois de plus, l'entreprise ne peut pas être en décalage par rapport à ce qui existe à l'extérieur. On ne peut pas avoir un réseau social qui soit moins bien en termes d'ergonomie, d'utilisation que ce qu'on trouve à l'extérieur, parce que sinon les gens tout simplement ne s'en servent pas. Voilà, donc ce sont quelques exemples, mais voilà, s'il y a une seule idée je pense à conserver, c'est vraiment celle de l'effort énorme de formation initiale. Ça, c'est le problème du système éducatif et de l'intervention des entreprises, avec peut-être un rôle particulier pour l'apprentissage aussi, qu'il faut aussi mettre à l'heure du numérique, et qui est un mode d'insertion vers l'emploi des jeunes que moi je considère comme irremplaçable, et je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux en France d'ailleurs sur ce domaine. La formation initiale, puis la formation continue et à l'intérieur même de l'entreprise. Philippe Aghion, vous avez réfléchi aussi sur
le code du travail, la flexibilité, l'accélération de la flexibilité du travail, parce qu'en fait, ça nous conduit aussi à nous poser des questions. Quand on évoquait cette concurrence des plateformes, alors Blablacar, c'est une nouvelle économie, mais évidemment, on pense tous au VTC et au taxi. Cette concurrence des plateformes, ce statut nouveau dans certains cas, il est aujourd'hui compliqué à vivre dans les structures actuelles du Code du travail en France. Il faut, si vous voulez, réinventer, moderniser le Code du travail et les contrats de travail et de façon à réconcilier flexibilité et sécurité, quoi. Et donc c'est ça, tout le défi est là, quoi. En fait, si vous voulez, les 30 Glorieuses, c'était une époque où on passait toute sa vie dans la même entreprise, on était employé d'une grande entreprise, et donc voilà, on avait la même caisse de retraite, la même caisse d'assurance maladie, il y avait une organisation de la société qui était en fonction du fait qu'on passait toute sa vie dans le même secteur. Et là, maintenant, il va falloir adapter notre code du travail, notre système de sécurité sociale, notre système d'assurance maladie, pour, si vous voulez, à la fois permettre la flexibilité et la sécurité. Donc il faut la flexibilité dont parlait Augustin tout à l'heure, mais il faut également, je pense que de plus en plus, les gens vont alterner entre des périodes où ils sont employés, ou employés par eux-mêmes, ou en partie. Je ne pense pas que l'emploi dans les entreprises va disparaître, je pense que les entreprises vont rester, parce que d'abord, il y a des risques souvent qui ne peuvent pas être pris individuellement et que les entreprises peuvent prendre. Il y a des coûts fixes que les individus ne peuvent pas supporter, que les entreprises peuvent supporter. En plus, souvent, quelqu'un qui est employé tout seul, il travaille pour plusieurs employeurs, ce qui pose des problèmes de... C'est la génération slash. De common agency, comme on dit en anglais. Donc, si vous voulez, je pense que ce n'est pas la fin de l'entreprise. Il y aura des gens qui passeront peut-être une partie self-employed, une partie travaillant pour des entreprises, un peu des deux, travaillent un peu chez eux, un peu... Mais il faut qu'il y ait un système. Si vous voulez, donc d'abord, on pourra avoir plusieurs formes de travail simultanément. On pourra peut-être travailler un peu chez soi et aussi pour des entreprises. Ensuite, on pourra alterner entre des périodes de travail et des périodes de formation et de recyclage. Et donc, il faut que le système soit tel que, quel que soit dans le stade de ma vie, il y a des périodes où je travaille différemment, où je me forme, mais que j'ai quand même des garanties de revenus si je fais ça, et des garanties que je vais être vraiment formé. Or, le problème en France, c'est qu'on n'a pas un bon système de garantie de revenus quand il y a un parcours de ce genre, et la formation professionnelle, comme vous savez, en France, ne marche pas du tout. Il y a 34 milliards dépensés en formation professionnelle, les chômeurs n'en voient absolument pas la couleur, ça sert à financer les syndicats. Donc, alors qu'en Allemagne, vous avez des chèques formation et les individus choisissent leurs prestataires de services de formation. Donc, si vous voulez, on doit réinventer un système, et c'est pour ça que ça pose un problème sur le rôle de l'État. Parce qu'on ne peut plus avoir l'État des 30 Glorieuses, 100 caisses d'assurance maladie, 38 caisses de retraite, le vieil État top-down, etc. Mais il y a des gens qui pensent qu'il faut aller à l'État régalien, c'est-à-dire que l'État devrait uniquement être law and order. Je vois des politiciens que je ne nommerai pas qui pensent à ça, l'État régalien. Je pense qu'ils ont totalement tort. Parce que si vous voulez, tout ce qui est par exemple éducation, si moi je m'éduque, ça a des externalités sur vous. Ça rapporte, c'est forcément un domaine où l'État doit intervenir, et la formation. Si vous voulez, il faut réinventer le rôle de l'État. Il ne peut plus. C'est un État facilitateur. C'est plus le vieil État-providence, mais c'est pas non plus l'État minimum. C'est un État qui doit jouer un rôle très important en formation, en active labor market policy, pour permettre, vous voyez, justement ce nouveau mode d'organisation. C'est pour ça que je pense que les Scandinaves montrent la voie. De ce côté-là. Tout n'est pas parfait dans les pays scandinaves, mais je pense qu'ils ont compris, par exemple, l'éducation en Suède est gratuite, de l'école, du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Et la formation professionnelle marche bien. Et il y a en même temps la flexibilité dont parlait Augustin tout à l'heure. Vous voyez, le SMIC est négocié de manière décentralisée. Ils ont réussi à trouver un modèle qui combine la flexibilité et en même temps les Active Labor Market Policy et l'aspect formation qui est fondamental. Mais cette flexi-sécurité, on en a souvent parlé, même avant la révolution numérique, d'une certaine façon. On l'a évoqué, elle est devenue plus urgente et elle est devenue plus indispensable avec cette révolution numérique. Vous, Augustin Landier, vous prenez une réflexion plus poussée sur le statut d'auto-entrepreneur, par exemple.
L'auto-entrepreneur, ça c'est une des idées qui a très très bien fonctionné. C'est intéressant de voir que dès qu'on offre un peu des espaces de liberté, les gens s'en emparent très vite. Donc ça doit interroger. Il est très attaqué ce statut actuellement, donc je pense qu'il faut vraiment le défendre, en défendre le principe, et éventuellement l'extension d'ailleurs un peu plus haut que les seuils qui sont imposés. Pour reprendre la métaphore du ballon tout à l'heure, je pense qu'on peut tous faire confiance aux entreprises pour essayer d'attraper le ballon, etc. C'est pas là que nous, économistes, on a des conseils à donner, c'est vraiment plus sur comment faire en sorte que le terrain et les règles du jeu soient bien définies. C'est un peu ça notre domaine. Et effectivement, l'État a beaucoup de règles du jeu et de travail sur le terrain à faire. Donc il y a la formation, où clairement on a un problème en France, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et puis de manière générale, beaucoup des règles du jeu aujourd'hui sont un peu arbitraires. Prenez le cas de la précarité. Donc l'auto-entrepreneur, vous dites auto-entrepreneur, un haut fonctionnaire, tout de suite c'est le thème de la précarité que les gens veulent adresser. Et ils ont raison, voilà, on veut que les gens se sentent bien dans leur job et tout. Mais du point de vue des hauts fonctionnaires, la précarité, ça renvoie à la question du comment faire en sorte que ces gens cotisent pour leur retraite future. Mais quand vous parlez aux gens qui sont auto-entrepreneurs, pour eux, la précarité, c'est pas ça. C'est pas l'incertitude d'ailleurs sur leurs revenus en moyenne. Le chauffeur Uber, tant qu'il n'est pas très malade, il sait à peu près combien il va avoir à la fin du mois. C'est simplement que, comme il n'a pas un CDI ou même un CDD, il n'a pas accès au marché du logement et au marché du crédit. Parce qu'on a conçu un système où finalement, sans CDI, ces deux marchés ne sont pas accessibles. Donc c'est ça qu'il faut attaquer. Donc il faut que l'État arrive à créer une capacité d'écoute qui fasse que c'est vraiment les problèmes quotidiens des gens qui sont résolus et pas une sorte de fantasme sur ce que nous on considère comme le job, enfin que l'État et ses fonctionnaires considèrent comme le job idéal. Mais même, vous voyez, dans l'école économique de Toulouse où on essaye justement de repenser un peu l'université, etc., souvent les gens plus âgés ont beaucoup de mal à comprendre que les jeunes n'en ont rien à faire d'être fonctionnaires, même d'avoir un CDI ou qu'on leur promette que ça peut durer 50 ans. Au contraire, ça leur ferait presque peur qu'on leur dise, vous savez, ou dans 50 ans, vous serez peut-être encore à Toulouse. Les gens veulent, au contraire, se dire, donc la demande de sécurité des gens n'est souvent pas celle que l'État veut traiter. Et les jeunes taxi Uber en ce moment, ils pensent beaucoup moins à leur retraite, qui sera une préoccupation. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas y penser, mais ils pensent surtout à comment avoir accès à un logement et comment avoir accès au marché du crédit pour consommer, parfois acheter leur propre voiture, etc. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut vraiment créer une capacité d'écoute des problèmes concrets des gens et pas fantasmer ce que sont les problèmes des gens. Et laisser les gens expérimenter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner à la place des gens leurs besoins. Je crois qu'effectivement, le numérique, la grande force, c'est la révélation des besoins des gens. Et prenez le cas des taxis à nouveau, une grosse différence entre Uber et les taxis, c'est la capacité d'expérimenter. C'est un job, vous pouvez essayer pendant 2 mois d'être chauffeur Uber et voir si ça vous plaît ou pas. C'est très dur de savoir à l'avance. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire taxi pendant 2 mois pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, on entre dans une période où il faut laisser les gens expérimenter. Et le danger pour la France, ça serait de restreindre énormément ces possibilités d'expérimentation. Donc il faut qu'on repense tous les petits bâtons dans les roues qu'on met en fait à l'expérimentation. Je voudrais pour conclure avec vous deux évoquer la robotisation, la poursuite un peu de cette révolution numérique 4.0. Certains, McAfee et alors j'ai du mal à prononcer Benioffson, sont les économistes du MIT, disent carrément qu'on va vers la fin du travail. C'est-à-dire que même vous, je dirais, vous y pensez à ça? Vous vous dites que même vos métiers aujourd'hui, ils peuvent être remis en question parce qu'il y aura des voitures sans chauffeur bientôt. Donc comment est-ce qu'il y aura ce partage, cette économie du partage? Pour ce qui est des voitures sans chauffeur, d'ailleurs c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça va arriver plus vite qu'on ne croit. Parce qu'en fait, en vrai, le jour où on arrivera à prouver que c'est plus sécuritaire de laisser conduire une machine que de laisser conduire un humain qui peut s'endormir, qui peut faire des textos au volant, qui peut passer des coups de fil, qui est distrait, qui peut éventuellement boire et qu'on est obligé de contrôler, qui fait des excès de vitesse et qui grille des feux rouges. Le jour où on arrivera à montrer qu'une machine c'est plus safe que ça, et je pense qu'on y arrivera parce que la machine il suffit de la programmer et puis elle fait ce qu'on lui dit. Je pense qu'on risque même de voir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va voir des circulaires passer, les humains n'ont plus le droit de conduire parce qu'ils sont trop dangereux. Et donc ce jour-là, ça va aller très 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 vite. Donc, et il y a déjà des voitures autonomes qui arrivent à rouler en Californie. Enfin, voilà, ça roule déjà. Donc ça va peut-être venir plus vite que ce qu'on veut. Alors après, sur notre métier à nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on crée 2 choses sur BlaBlaCar. Un énorme outil de matching, en fait, de mise en correspondance entre des gens qui veulent faire les mêmes trajets au même moment,
qu'il soit conducteur ou passager ou passager, à la limite, peu importe. Et le deuxième axe, c'est construction de la confiance. Et justement, on en parlait tout à l'heure, de la possibilité pour les gens de se faire une réputation en ligne et de se construire justement une réputation qui leur permet de mieux interagir et qui nous permet à tous de mieux interagir en ligne avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas avant. Et donc en fait, avec ces deux axes, la voiture autonome, nous, c'est pas un problème, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met ensemble des gens par groupe de 2, 3, 4 qui font les mêmes trajets en même temps. Après, qu'il y ait un conducteur ou pas, à la limite, ça marchera toujours. Donc nos expertises métiers ne sont pas remises en question par ces évolutions-là. Il peut y en avoir d'autres. Je pense que la grande question, la personne qui a la réponse, et on ne sait pas évidemment si ça arrivera ou pas, c'est est-ce que des machines pourront être plus intelligentes tout court sur à peu près tout ce qu'on sait faire que des hommes. Le jour où ça arrive, voilà, c'est tous les films de science-fiction, c'est toutes ces choses-là. Là, on sera très très mal. Ou alors, si on n'a que des voitures autonomes, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais si on n'a que des voitures autonomes et qu'un jour les machines se disent, mais finalement les humains, ça sert à pas grand-chose, parce que ça consomme, c'est pas prévisible, il y a des émotions. Il y a des émotions, tout ça. Et que les machines contrôlent toutes nos voitures et qu'elles se disent, bon, on va faire un gros programme, on va juste éliminer les humains. Et là, poum, on envoie toutes les voitures dans le mur ou dans un lac ou je ne sais où, et puis voilà, on est tranquille. Donc ça va être les machines contre les hommes. Non mais voilà, je voulais qu'on achève avant d'avoir vos questions sur des perspectives totalement réjouissantes, comme celle qu'on vient d'entendre. Céline Lazorte, comment vous y réfléchissez ? Ce que je trouve assez marrant dans nos métiers, c'est que, alors moi j'ai 33 ans, donc je suis plutôt de cette fameuse génération Y. Z, il paraît maintenant, non ? Alors la Z arrive, mais moi je fais plutôt partie de la Y. La Z, elle est encore plus terrible. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que nous-mêmes, on est déjà disruptés et que d'une certaine façon, je suis déjà complètement has-been dans mon entreprise parce que j'ai connu des langages de développement qu'on n'utilise plus, j'ai connu une industrie qui n'existe plus et en fait ma seule obligation est de permettre à mes collaborateurs, permettre à mes clients de pouvoir eux-mêmes faire remonter l'innovation et mon rôle est uniquement d'accompagner cela et de l'orchestrer. C'est la même chose sur la façon dont on travaille. Je pense que c'est très important. On est vraiment passé d'un lien de subordination à un lien de collaboration qui oblige à la transparence et qui donc pousse à l'autonomie. J'ai un exemple pas plus récent que lundi soir. J'étais au bureau, je finissais un rendez-vous vers 19h30 et mon équipe technique me dit « Ah, on a un léger souci en production, on monitor, c'est pas très joli. Bon, passe dans les bureaux si t'es pas loin. » Donc j'y vais et je dis « Bon, on regarde ensemble. » Et je leur dis « Bon, c'est pas grand-chose, je vous propose qu'on règle le problème demain matin un peu tôt. » Et ils m'ont dit « Ah, non, nous on reste là tant que le problème est pas réglé. » Et effectivement, ils ont réglé le léger petit souci qu'il y avait à 21h le soir. Ça n'était pas ma décision. J'étais plutôt partie pour rentrer à la maison, moi, tranquille. Et finalement, c'est le fait de se sentir responsabilisé qui les a non pas encouragés, mais qui leur a dit, de leur instinct eux-mêmes, je ne partirai pas tant que le monitoring ne sera pas au clair. Donc ça, c'est un exemple parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, de la diversité, et plutôt le favoriser et permettre aux gens de prendre leurs responsabilités. J'ai beaucoup aimé la notion de reverse mentoring chez Accor, que je trouve absolument extraordinaire. Et je pense que nous, on l'applique aussi au quotidien, comme je le disais, parce que de toute façon, moi, je suis déjà complètement hors du coup. Je vous donnerai un dernier exemple qui est Slack. Est-ce que tu utilises Slack en entreprise ? Alors nous, ça a complètement révolutionné notre façon de communiquer. Ça a permis de je pense, nettoyer ma boîte mail de plus de 30% d'emails. Et c'est absolument pas moi qui ai eu l'idée, c'est un de mes collaborateurs qui l'a mis en place. Et puis, voilà, c'était fait. Expliquez-nous quand même ce que c'est. Alors Slack, c'est un outil qui permet de communiquer comme des channels de communication et qui permet d'avoir un niveau de notification et d'information et de partage de l'information qui vous permet de vous connecter, savoir ce qui s'est passé sur telle équipe, tel sujet. Donc c'est vraiment une façon différente de communiquer. Et je crois que c'est très important parce que même dans une entreprise comme la nôtre où on est une 50aine de salariés, on va passer à peu près 80 à la fin de l'année. J'aurais pas donné la possibilité à mes collaborateurs d'imposer un nouvel outil et de finalement détruire plein de process. Ils ne l'auraient pas fait s'ils n'en avaient pas eu la possibilité.
Voilà pour cette première partie, si vous le voulez bien, de notre réflexion. Et je vous propose maintenant de prendre la parole. Et notamment Joël de René, qui est là, juste devant nous, qui a été cité il y a un instant par Sébastien Vazin. Vous êtes conseiller du président de la Cité des Sciences et très, très célèbre prospectiviste, c'est comme ça qu'on dit, peut-être. Est-ce que vous voulez peut-être... contribuer à ce débat et poser une question, mais je pense qu'il y a d'autres micros, non ? Oui. Oui, merci de me laisser faire un commentaire, c'est très intéressant. Bravo, vous avez tous une culture numérique, donc ce n'est pas la peine de revenir sur des idées fondamentales. Je vais me mettre dans la génération du millénium. Ce n'est pas tout à fait la mienne, mais j'ai une culture numérique que je partage avec elle. La génération Y, c'est très bien, mais la génération du millénium, les millennials, comme on les appelle aujourd'hui, ils avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. Donc ils sont déhiérarchisés, ils sont dans la société fluide, et je voudrais nous poser deux questions. La première, c'est comment ils font pour créer des emplois d'auto-entrepreneurs, de slashers, de freelancers. Et deuxièmement, quels sont les inconvénients de cette approche et de cette attitude qui bouleverse complètement les structures à la fois de l'État et les structures des entreprises. Alors comment ils font ? D'abord, ils sont plus sur Internet. Ils sont dans Internet parce que nous sommes maintenant passés dans un écosystème numérique sur lequel nous sommes en permanence. Et donc, dans cet écosystème numérique, ils ont des carnets d'adresses et une panoplie d'outils. Le carnet d'adresses et la panoplie d'outils leur permet à tout moment, avec 2 600 000 applis sur leur smartphone et avec un carnet d'adresses infini par les réseaux de connexion inter-réseaux sociaux, de pouvoir lancer quelque chose à plusieurs ou tout seul. Et donc, l'auto-entrepreneuriat, l'indépendance est en train de s'accroître d'une manière considérable. 44 millions d'indépendants aux États-Unis, slashers ou freelancers, déjà 2,8 millions en France, 25% de plus de croissance en 5 ans. Donc, ils font aussi en utilisant des logiciels dont on n'a pas tellement parlé, mais qui sont ce que l'on appelle des algorithmes, excusez-moi du terme compliqué, proactifs de mise en relation. Je vous donne 3 exemples. Upwork, WeWork, Square. Peut-être que certains en ont entendu parler, d'autres pas du tout. WeWork, c'est le Airbnb des bureaux. Upwork, c'est la possibilité de trouver un travail immédiatement. Et Square, c'est d'avoir toute la gestion de ce que l'on fait. Donc, un start-upper ou une start-upeuse, non seulement par WeWork, il a les bureaux, mais il a aussi un club d'entreprise qui lui permet de partager des savoirs. Deuxièmement, avec Upwork, on peut cliquer sur une case en disant qu'on propose quelque chose et on peut cliquer sur d'autres cases qui vous proposent quelque chose. Et Square va tout gérer, toute votre comptabilité, etc. Or, quand on voit Pôle emploi, qui ressemble au guichet de la Poste il y a 30 ans, attendez, faites la queue, voilà une file d'attente, on comprend que l'État ne met pas en œuvre la possibilité d'aider les gens à créer des logiciels proactifs de mise en commun et en relation pour trouver des emplois. Et ça existe. Ensuite, ce que je voudrais dire sur les problèmes et les inconvénients, c'est que de plus en plus, les disrupteurs, que sont ceux qu'on a déjà cités, sont en train de gérer des coopératives d'indépendants. Et l'entreprise va, elle aussi, de manière décentralisée, ce qu'on appelle l'entreprise fluide, avec le Bring Your Own Device, le fait que les gens, avec le BYOD, puissent utiliser leurs propres outils. C'est plus du tout le télétravail, c'était des nuances de gris, si vous permettez l'expression, entre le travail chez soi et le travail au bureau. Ils vont pouvoir utiliser des outils qui leur permettent de travailler tout le temps. Donc la gestion du temps et de l'information va devenir fondamentale dans ces coopératives d'indépendants. Pourquoi ? Parce que les principales personnes qui viennent consulter dans les psys d'entreprise pour le burn-out sont des gens qui disent « je n'ai pas le temps et j'ai trop d'informations ». C'est le paradoxe de la rareté du temps et de la pléthore d'informations. Or, avec les outils modernes, on peut apprendre à gérer une coopérative d'indépendants, ce qui va impliquer une formation, une coéducation intergénérationnelle, dont je parle souvent parce que c'est là où se trouve la clé du passage du savoir entre les anciens, les seniors qui permettent de contextualiser l'information et les juniors ou les millennials qui permettent de savoir utiliser tous ces outils. Donc cette coopérative d'indépendants va impliquer du manager, des valeurs différentes. La vision, le charisme, l'écoute, la confiance et les valeurs.
C'est-à-dire en fait le fait d'être plus près des gens, de recréer un lien humain, de recréer un lien social. Le numérique est froid, comme vous l'avez tous très bien dit. L'émotion va reprendre de plus en plus d'importance et il ne faut pas que nous laissions la télémotion à la télévision et aux réseaux sociaux. Il faut que nous retrouvions dans l'entreprise et dans l'État la capacité d'écouter les gens, de recréer un lien social, un lien humain, de les comprendre. Et enfin, la protection sociale, dont on nous parle beaucoup, en nous disant la société collaborative et du partage, c'est bien, mais comme l'a dit Hillary Clinton récemment et Macron, la société collaborative, c'est un échec s'il n'y a pas la protection sociale. Je suis presque d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce que fait la Finlande sur ce minimum garanti pour les jeunes, et la France est en train de s'y intéresser, est une approche. Mais je crois, comme vous, que ce qui les intéresse le plus, c'est pas ce que disaient les parents. Il faut que tu aies un diplôme pour pouvoir emprunter pour t'acheter une maison, et tes voyages et tes loisirs. Ils ont, avec Blablacar, avec Airbnb, avec tout ce qu'il y a autour d'eux, un niveau de vie différent de ceux auxquels leurs parents aspirent, avec les traditions de l'emprunt bancaire et compagnie. Donc la protection sociale, c'est un droit, et il faut s'en occuper, mais je pense qu'en même temps, eux-mêmes en ont moins peur. Je terminerai par l'intelligence artificielle dont vous avez parlé, on a rapidement parlé tout à l'heure. C'est un sujet qui nous passionne. Moi, je pense qu'il faut avoir moins peur, enfin moi j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. D'où l'effort d'éducation que nous faisons tous à Universcience, moi dans mes bouquins, former de plus en plus, informer comme ce genre de colloque. Et je crois beaucoup plus à ce que j'appelle l'intelligence augmentée que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire dans une association numérique avec les outils incroyables qui sont en train de se développer, être capable d'augmenter notre intelligence en symbiose avec les machines plutôt que d'être en compétition avec elles. Merci beaucoup, Joël de René, c'était passionnant. Je voudrais quand même qu'on réagisse parce que vous avez évoqué effectivement ces millennials qui sont cette génération Z, qui sont nés dans tout cela, qui sont même, donc apparemment, dépassent même nos start-upers. Mais vous avez évoqué quand même quelque chose, c'est-à-dire la disponibilité totale, le rapport au temps, et le risque de burn-out, en fait. Vous disiez, vos équipes, elles restent très tard. Il y a quand même un certain nombre d'inconvénients à cette disponibilité totale, à cette responsabilité forte. Est-ce qu'on y réfléchit? Dans le numérique, il y a cette liberté, mais dans cette liberté, il y a aussi une forme d'esclavage, il y a une forme de dépendance permanente. Et est-ce qu'elle est une question? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut répondre? Pour réagir là-dessus, je pense que ce qui s'efface, parce qu'on parlait de la fin du travail, etc. Je crois que ce qui est en train de s'effacer, c'est la frontière travail-loisir. C'est que les gens veulent un job qui est un loisir, où ils s'expriment. Et donc c'est en ce sens-là que l'expérimentation est cruciale. C'est-à-dire que les gens doivent tâtonner, chercher le job qui, effectivement, où c'est pas une corvée de rester jusqu'à 9h du soir. Mais ça, je pense que c'est une aspiration naturelle dans la société d'aujourd'hui, d'avoir un job où être à 9h du soir au boulot, c'est pas une corvée insupportable. Oui, mais moi je vais vous raconter. Mes filles me racontent que la dernière tendance, c'est aussi la déconnexion de temps en temps totale du numérique. Parce que justement, j'entends très bien, et on l'est tous, vous voyez, là c'est 2, moi tout le monde en a 4, enfin, etc. On est d'accord, on travaille tout le temps, et moi je suis absolument favorable. Mais est-ce qu'il y a une question autour de la déconnexion indispensable ou pas du tout, ou alors vous pensez que c'est pas du tout une question? Il y a des micros là. Des entreprises, je ne sais pas si on peut parler d'Amazon ou d'autres, où il y a un problème où je sais pas, chez Google c'est très bien, mais moi j'ai un copain qui travaille chez Google en Irlande, et tout est fait pour qu'il ne quitte jamais Google, quoi. C'est-à-dire que ses enfants, tout est fait pour que les enfants s'amusent chez Google, qu'ils n'en sortent jamais, quoi. Donc il y a un côté, donc je crois qu'il y a quand même un droit du travail ou un droit qu'il faut repenser, et toujours dans l'idée de dire il faut faciliter, il faut la créativité, il faut l'expérimentation, il faut la flexibilité, mais il y a également il faut repenser le droit. Il y a l'espace du droit quand même, et l'espace de la liberté individuelle, et de ne pas être trop dépendant d'une personne ou d'une autre personne. Parce que, par exemple, il y a le problème, je suis indépendant. Si je travaille pour différentes personnes,
peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes objectifs. L'un me demandera beaucoup, l'autre me demandera beaucoup. C'est peut-être des objectifs conflictuels. Et à l'arrivée, peut-être je vais avoir une vie d'esclave, va devoir satisfaire tout le monde. Et donc, comment on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a un rôle pour l'entreprise? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un droit à réinventer? Vous voyez, alors, je n'ai pas la réponse à ça, mais je crois que on ne peut pas simplement dire on laisse faire et on n'intervient pas, quoi. Mais il faut inventer. Je crois que c'est là le... Moi, je pense qu'il ne faut pas que le numérique devienne une religion. Ce que vous évoquez là, c'est l'entrée dans les ordres. Bon, C'est une religion, vous dormez là-bas. Non, mais je vous entends, moi je ne suis pas chez Google, mais je pense que ce qu'il faut éviter, c'est que ça devienne une religion à tout prix. Et ça peut en être le chemin actuellement. Et puis ensuite, il faut développer la capacité critique de nos collaborateurs. Parce que finalement, on parle d'auto-entreprise, etc. Plus le système va se développer, plus la capacité de réfléchir, de penser. On a beaucoup parlé des applications, M. Dronet évoquait les applications, c'est là que l'intelligence va se trouver. Moi, je crois qu'il faut apprendre aussi à nos gens à ne pas se biberonner à l'entreprise et au numérique. Voilà, c'est tout. Stéphane Richard. Juste un mot pour dire que je crois que cette question de l'esclavage numérique, quelque part, que vous posez, c'est une immense question aussi. Et je pense qu'il faut une attention particulière sur deux catégories de personnes. Les jeunes, d'abord, et notamment les très jeunes. Les adolescents, tout le monde voit, tous ceux qui ont des enfants qui ont entre 10 et 18 ans, puisqu'après on les voit moins, voient combien ils sont addicts aux outils du numérique et aux modes de communication, particulièrement les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à éduquer un peu nos jeunes et nos enfants à essayer de garder une forme d'équilibre dans leur vie entre cette vie numérique et puis d'autres choses. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont quand même intéressantes, je crois, à vivre et pour des jeunes. Et puis il y a un autre centre d'attention qui est le monde du travail, justement. Moi, je crois beaucoup à cette idée de droit à la déconnexion. D'ailleurs, le DRH d'Orange, Bruno Mettling, a fait un rapport sur le sujet du numérique et du travail où il évoque beaucoup cela. Je pense que c'est une demande très forte aussi des gens. Oui, il y a un risque de recréer une forme de stress, voire de la souffrance au travail, qui est liée à la digitalisation à l'intérieur de l'entreprise, à ce phénomène du bring your own device que Joël Dronet évoquait tout à l'heure. Ça a des bons côtés parce que quelque part, il n'y a plus cette frontière. On parlait de l'effacement des frontières, et peut-être une des grandes choses que le numérique a apporté, l'effacement total des frontières. Il y a aussi la frontière entre le monde du travail et la vie personnelle qui s'efface, puisque bien souvent avec son smartphone, on a sa vie personnelle, sa famille, ses enfants, etc., avec lesquels on vit en permanence. Mais ça joue aussi dans l'autre sens, bien entendu, et ça suppose que dans le monde du travail et entre nous, c'est un problème pour les grandes entreprises, mais aussi pour les startups, je crois vraiment. Justement. Eh bien, il faut qu'on y prenne garde parce que si on ne le fait pas, je pense qu'on sera un jour rattrapé par cette question-là. Céline Lazare. Oui, je crois qu'il faut faire les choses de façon intelligente. Moi, je crois beaucoup à la responsabilisation. Et c'est vrai qu'effectivement, on donnait l'exemple tout à l'heure de mes collaborateurs qui restent à 21h. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir être là à un moment donné pour eux aussi. Et je déteste le principe d'être assis derrière un bureau à attendre que la journée passe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus contre-productif. Donc on va nous aussi fonctionner dans l'autre sens et dire, j'en sais rien, si tu veux prendre 2 heures de pause déjeuner, 3 heures parce que tu vas déjeuner avec ton enfant, ton frère, ton cousin, vas-y, me demande pas la question. Enfin, il y a vraiment une question de responsabilisation. Et moi, je ne veux surtout pas faire travailler mes salariés plus que ce que le contrat du travail qui nous relie le demande, parce que je pense qu'il doit y avoir un équilibre vie personnelle et vie privée qui est très important si on veut un épanouissement dans l'entreprise et si on veut que les entreprises comme les nôtres, qui ne sont portées que par les salariés et leur capacité à innover et à travailler et à vouloir mettre de l'intérêt commun dans le sujet. Il y a une question aussi que vous avez soulevée sur effectivement ce côté j'ai un peu les doigts dans la prise et moi je l'ai bien sûr ressenti même à titre personnel puisque on est sur des métiers qui sont complexes de par leur exigence de haute disponibilité. Je peux pas vous dire non ce week-end
je sais pas combien elle est ta cagnotte, il n'y a pas de paiement, ça marche pas. Non, malheureusement, ça n'est pas possible, et c'est même pas possible à la microseconde près. Et en fait, ce qu'on a fait depuis déjà un certain nombre d'années, c'est qu'on a mis en place des systèmes d'astreinte qui sont ce qu'il y a de plus classique finalement dans l'entreprise et qui me permettent moi-même, autant que les dirigeants de l'entreprise, et bien quand on n'est pas d'astreinte, de ne pas se préoccuper du sujet, d'éteindre le téléphone et de le laisser à la maison, et c'est très bien comme ça aussi. Frédéric Mazella. Alors oui, je pense que c'est un effort, c'est un long apprentissage, la déconnexion. Une détox, quoi. Ouais, une détox. Parce qu'après, il y a tellement de volume aussi, c'est pareil, de volume de choses à faire qu'il faut même apprendre à prioriser énormément et ne pas culpabiliser quand on ne répond pas, par exemple. En termes de, si je parle juste des mails, moi, il y a 2 ans, ma vie a changé le jour où je me suis dit, je ne suis pas obligé de répondre à tous les mails. Même s'ils sont adressés à moi, des fois, c'est ça ou je dors pas. Donc, il y a un moment, j'ai choisi de dormir. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un exercice à faire, de pas forcément faire exactement tout ce que tout le monde attend qu'on fasse autour de soi, parce qu'il y a une pression qu'on se met tous les uns les autres, qui fait qu'on peut arriver à un stade où justement on finit par s'oublier, à oublier le corps qui nous fait tous tourner, et évidemment c'est la santé qui prend juste derrière. Donc ça, il faut faire très attention à ça, et effectivement je pense qu'il va y avoir des tendances, mais beaucoup plus fortes maintenant, à créer et respecter des zones de non-communication du tout, qui peuvent durer, alors après il faudra choisir, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, enfin un sas dans lequel le corps quelque part récupère, l'esprit aussi, et aussi d'autres périodes de réflexion dans lesquelles on se déconnecte, mais cette fois on pense au sujet de fond et pas uniquement à réagir à l'immédiat et à l'urgent. C'est deux types de déconnexion là qu'il faut réussir à créer et à provoquer. Je vous trouve tous formidables. Bien sûr que vous avez raison, mais comme on ne vit pas tout seul, comme on n'est pas que centré sur le nombril de la France, sur la protection de notre droit et ainsi de suite, quand vous allez déconnecter, vous croyez que les autres ils vont déconnecter? Non mais attendez, réveillons-nous quand même. Chez Google, ils ont fini les 35 heures le mercredi soir. Et ils vont bosser le jeudi, ils vont bosser le vendredi, Donc, si on commence, nous, à se regarder en disant « Mon Dieu, il faut qu'on souffle, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se maîtrise, il faut qu'on s'autorégule », mais quand je vous dis qu'on va mourir à petit feu, ça va être encore plus rapide que ce que je pensais il y a une demi-heure. Donc oui, pour prendre du temps, mais ce temps-là, quand ils le prennent pour déconnecter... Non, mais j'ai pas de problème. C'est pas très, mais attention on parlait pas seulement du travail, on parlait pas seulement du travail, parce que la responsabilité dont parlait Céline, moi je suis dans une chaîne d'info continue, je comprends parfaitement, il y a personne qui dit à un moment non on arrête là, il y a de l'info mais c'est pas grave, moi je vais dormir, je comprends très bien, non, mais on parlait de cet esclavage au numérique précisément, c'est pas le rapport au travail dont on parle, c'est le rapport à l'instrument. J'ai pas de problème, mais ce que je ressens moi, c'est que si nous pensons que nous allons vite, je vous certifie qu'on ne va pas assez vite. C'est une certitude, ça. Moi, je ne pense pas tout à fait comme ça, mais moi, je crois que les résistances qu'on rencontre dans nos entreprises pour cette transformation sont assez salutaires. Parce qu'en réalité, elles régulent la vitesse de transformation et elles nous permettent de ne pas entrer dans une espèce d'échappée diabolique vers laquelle on n'aura pas le contrôle. Alors, on connaît la rapidité de Sébastien, qui vient du monde des flux, de la finance principalement. Donc, on a tendance à appliquer ça à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut accepter l'idée que cette transformation qui est incroyablement rapide, puissante, etc., ait quand même un peu ces blocages, ces ralentissements, ces résistances. Pour les dirigeants d'entreprise, c'est pénible, mais en réalité, on n'est quand même générationnellement pas bâti tout à fait de la même façon. Le monde est en train de vieillir, contrairement à ce qu'on croit, même si on va vers les 8 ou 9 milliards d'habitants. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les vieux dont je suis? Vous, ça va vous arriver très vite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les vieux, en fait, qu'on oublie, c'est peut-être eux qu'il faudra connecter le plus. Parce que c'est l'isolement qui les guette. Et en réalité, la tablette, l'ordinateur, moi j'ai un père qui a 95 ans, il s'est mis sans aucun problème à tout ça, et finalement, ça le fait revivre intelligemment. Donc c'est un immense paradoxe, le numérique. Ça va vite, il faut aller plus doucement. C'est pour les jeunes, mais les vieux doivent être accrochés avec. Et c'est ça qu'il faut qu'on gère, c'est le paradoxal. Quand monsieur de Blablacar, tout à l'heure, qui est génial, disait « Moi, je crois à la voiture automatique », je vous donne raison.
et ça fera une place de plus, donc 25% de disponibilité en plus dans la voiture. Donc l'économie du partage va finir par générer ses fruits. Je crois qu'on est dans un paradoxe considérable. Il faut garder l'humour. Non ? Oui, je suis d'accord. Éloi va nous donner quelques questions du web. Oui, merci. Bonjour à tous. Vous êtes très très nombreux à tweeter, très nombreux ici, très nombreux dans l'amphithéâtre juste à côté, et très nombreux également. Vous êtes plusieurs milliers à nous suivre en direct sur le site orange.com. Effectivement, le débat marche très fort. L'idée du Shadow Comex plaît énormément et ça challenge pas mal les autres entreprises ici représentées. Et une question qui revient, c'est on parle beaucoup des entrepreneurs, mais tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Est-ce qu'on va aller vers un travail à la tâche pour les salariés ? Et là, ça me renvoie peut-être à une autre question qui a été posée sur quid de l'extension du statut d'intermittent dont parlait Bernard Stiegler il n'y a pas si longtemps. Là, je vous soumets ces premières questions qui viennent de l'Internet. Augustin Landier. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens doivent explorer leurs propres préférences. C'est surtout pas à l'État ou à des instances supérieures de décréter ce que sont les préférences moyennes des gens. Donc je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait pareil. Certaines personnes peuvent avoir une aversion à certains types de risques. Il faut leur offrir des moyens de s'assurer contre ces risques. Donc voilà, je pense que pour ce qui est de la protection sociale, une partie de cette protection va sans doute devoir être ouverte au marché, au sens où il faudra cette exploration un peu irremplaçable du marché, des entreprises privées, pour offrir aux gens des packages différents, qui soient un peu sur mesure. L'échec du RSI est sans doute un peu lié à ça. Probablement qu'il ne faut pas un truc sur mesure, mais quelque chose qui soit adapté aux aspirations des gens. Il y a des gens qui veulent travailler à fond pendant 20 ans en se disant je veux arrêter de travailler pendant une période de 10 ans quand j'aurai 50 ans. Enfin, tout ça, c'est tout à fait respectable. Il faut un système qui laisse les gens organiser leur vie comme ils veulent, avec des tranches d'activité qui peuvent être très intenses pendant une décennie et puis ensuite beaucoup moins. Et donc ouvrir sans doute au marché une partie de cette protection sociale, tout en assurant la redistribution. C'est-à-dire que par ailleurs, ça peut effectivement aller avec un impôt négatif ou des formes de revenus minimaux qui font que les gens ne se retrouvent pas dans des situations de détresse soudaine, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir l'esprit très ouvert sur le fait qu'il y a beaucoup de diversité dans la manière dont les gens veulent utiliser leur temps, leur vie. Il ne faut pas imposer des modèles uniques. J'ai fait une étude récemment avec Angus Deaton, qui a eu le prix Nobel cette année d'économie, et sur la relation entre destruction créatrice et bonheur, en fait. Et on a fait donc une enquête sur données américaines. On s'est rendu compte que les gens, en fait, on peut penser qu'ils n'aiment pas du tout la destruction créatrice. En fait, c'est vrai qu'ils s'inquiètent davantage quand ils perdent leur emploi, notamment. Mais quand il y a davantage de destruction créatrice, ils anticipent qu'il y aura plus de création d'emplois et plus de croissance. Et c'est très intéressant parce qu'ils disent, mais c'est vrai que je m'inquiète plus, mais en même temps, je suis davantage excité par le futur. Et on se rend compte que le côté positif l'emporte sur le côté négatif, notamment dans les endroits aux États-Unis où il y a quand même des assurances chômage plus généreuses et davantage fait pour les faire rebondir. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est là que l'État a un rôle à jouer. On veut que les gens prennent des risques, on veut que les gens innovent, on veut que les gens entreprennent, on veut que les gens expérimentent. Mais c'est un peu comme vous faites du ski, c'est-à-dire si vous commencez sur une piste noire et on ne vous a jamais enseigné le ski, c'est très très dangereux. Si vous avez eu des bons moniteurs, ça va. D'où l'importance de l'éducation et d'où l'importance d'avoir un filet de sécurité plus flexible, différent, repensé, pour que les gens justement prennent plus de risques, innovent plus et voient la destruction créatrice comme quelque chose, comme une opportunité, comme dit je vais me qualifier. Au lieu que ce soit quelque chose de précarisant, c'est quelque chose de qualifiant. Et c'est là qu'il faut repenser. Vous voyez, je veux dire, il faut qu'on crée quelque chose différent de l'État-providence d'avant, qui n'est pas l'État minimum, qui est autre chose, et qui a ce mélange de politique de formation ou d'opportunités de formation compétitives, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois, comme en Allemagne, tu choisis tes prestataires de formation, mais tu as quand même différents mécanismes qui font que les gens, du coup, veulent prendre des risques, sont capables d'en prendre, ont appris à apprendre. Donc l'éducation de base est quand même très important, parce que nous, on a appris à apprendre, donc on s'adapte. Mais il y a des gens qui n'ont pas appris à apprendre, ils ont pris un métier et ils ne savent pas se recycler sur un autre. Et c'est ça qu'il faut penser, c'est cette chose-là qu'il faut penser. Et je crois que voilà, je voulais juste... Oui, ces différentes formes d'emploi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que tout le monde n'a pas envie d'être auto-entrepreneur, mais il peut l'être à une période et puis arrêter et redevenir... voilà. Une chose, et qu'il puisse passer d'un truc à l'autre. Mais il faut avoir une formation générale, il faut avoir une structure de base pour pouvoir ensuite t'adapter, te former et être beaucoup plus flexible. Je crois que la flexibilité, c'est un mélange des deux. Alors on a une salle attentive, merci, et aussi qui peut poser des questions. On est disponibles tous ici pour cela. Voilà, je vois au fond de la salle.
Bonjour, merci beaucoup. Aurélien Salé, président d'Entreprenez votre vie, délégué général de Bleu Blanc Zèbre. Merci beaucoup pour tous les, notamment Augustin, les autres interlocuteurs qui ont parlé du régime de l'auto-entrepreneur. On l'a créé quand j'étais conseiller d'Hervé Novelli à Bercy en 2008. On a créé aussi les VTC. Ça met du temps, mais les choses évoluent. Et pour répondre à la question du public, on va dire, effectivement, tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Enfin, il y a un dernier sondage qui est paru hier qui dit que 37% de la population française le souhaiterait, dont 55% des jeunes. Ça fait du monde. Et avec les zèbres qu'on a créés avec Alexandre Jardin, l'idée par rapport à ce sujet-là, sur pas l'emploi mais le travail, l'accès au travail, ce qui sont deux notions différentes. Il y a 70 ans, vous aviez 55% de travailleurs indépendants, 45% de salariés. Aujourd'hui, on est à 90% de salariés, 10% d'indépendants. La moyenne européenne est de 15% d'indépendants, et ça va augmenter. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pas demander au pouvoir public de mettre en place les mesures nécessaires, puisqu'on a déjà fait ces mesures-là. Il faut les améliorer, il faut les simplifier. C'est aujourd'hui d'agir auprès des gens. C'est ce qu'on fait avec Entreprenez votre vie. On fédère des grands groupes, et je laisse un appel à Carrefour, à Orange, à Accor et aux autres, avec Engie aujourd'hui. On permet aux gens dans les territoires, et ça on n'en a pas du tout parlé, il y a une déconnexion très importante aussi dans les territoires, même pas que dans la ruralité, dans les villes de province par rapport à Paris, il y a un vrai gap de compréhension des systèmes digital. Donc nous ce que l'on fait, c'est qu'on offre gratuitement des outils aux indépendants qui viennent de se lancer notamment, on incite beaucoup à se lancer, on leur donne une vidéo qu'on rank sur Google, sur leur métier et leur ville, ils arrivent en top de Google. On leur apprend à faire du community management, on leur met en place une plateforme de distribution en conciergerie collaborative qui fait que les salariés locaux font travailler les indépendants locaux. On leur met en place des campagnes de crowdfunding pour trouver des solutions. Comme le disait très bien Augustin, le drame aujourd'hui, c'est que quand vous êtes indépendant, que vous soyez auto-entrepreneur ou autre, vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas accès au logement, ce qui est quand même un drame, alors que vous travaillez, vous vivez de votre travail. Et juste pour terminer, si on passe de 10 à 15% demain d'indépendants en France, c'est 1 250 000 personnes qui, tout de suite, ont un travail. On peut le faire en moins d'un an. Il y a une élection présidentielle qui va arriver très vite. Aujourd'hui, on va tout faire pour que les différents candidats se saisissent de ce sujet, ce qu'ils ne veulent pas parce que ça remet en cause tout le système qui est créé depuis 70 ans. Donc, le numérique, c'est aussi une capacité à lutter contre le chômage de masse en redonnant du pouvoir aux gens, en leur permettant eux-mêmes de créer leur emploi et d'entreprendre leur vie. Voilà, merci. Merci. Réaction ? Vous voulez conforter cette idée ? Moi, je vais juste compléter avec une étude qui est une étude du Boson Project, donc qui sont Emmanuel Duez, et qui a interrogé 3000 jeunes français de la fameuse génération X, et quand on leur demande quels emplois ils souhaiteraient faire plus tard, à plus de 50%, ils répondent entrepreneurs. Donc je crois que le phénomène est en marche, et si on devait faire un vieux pieu, je pense pour moi en tout cas que ce serait celui de l'impôt négatif ou du basic income qui permettra justement d'entreprendre à des moments de sa vie, de se former, de beaucoup travailler, de moins travailler, d'avoir cette flexibilité. Oui. Donc, entrepreneur, c'est quelque chose de très important, mais c'est intéressant de se demander quand il y a plus d'auto-entrepreneurs, est-ce que c'est good news ou bad news ? Alors le côté good news, c'est que effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, c'est une manière de pallier au chômage. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quelque part, on peut dire que ça peut être un reflet de l'activité économique qui fait aussi qu'il y a un besoin d'entrepreneurs autour des activités, des firmes traditionnelles, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a beaucoup de chômage et de rigidité sur le marché du travail qui fait qu'il y a de l'auto-entrepreneur. Donc quand on voit le nombre d'entrepreneurs se développer, c'est à la fois bien parce que ça montre qu'on peut le faire, mais c'est aussi un reflet des rigidités que nous avons sur le marché du travail. Par exemple, si on flexibilisait notre marché du travail, il se pourrait que ça ait une influence, que ça réduise le nombre d'auto-entrepreneurs, parce qu'une partie d'entre eux le sont pour les mauvaises raisons, si je peux dire. Ils le sont parce que nous avons un marché du travail tellement rigide. Voilà. Donc je voulais juste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment l'encourager. L'autre chose, c'est la croissance des entreprises. En France maintenant, on permet beaucoup les startups. Il y a beaucoup de startups en France. Le gros problème en France, c'est que les entreprises ne croissent pas. Il n'y a pas de croissance des entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre la croissance des entreprises ? Et voilà, ça ne suffit pas de permettre les startups. Le problème, c'est qu'elles ne croissent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Ouais, je crois qu'il ne faut aussi pas se leurrer.
je ne sais pas si c'est 50%, mais une bonne partie de ces jeunes qui veulent être auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, c'est par opposition à l'image qu'ils ont des entreprises telles qu'elles existent aujourd'hui. Si on veut bien, nous, se regarder, se réorganiser, se transformer, véhiculer notre image, vous avez le choix d'être entrepreneur au sein d'une grande entreprise. Heureusement que oui. Donc voilà, si on fait notre boulot, je vais garder mes entrepreneurs chez Accor, ils existent et on va leur donner cet espace de liberté, d'action et de décision dont ils ont envie et besoin. On n'est pas obligé d'aller chercher ça à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a une conscience qu'il faut entreprendre sa vie. Non, mais Sébastien, arrête de convertir Accor en coopérative d'indépendants. Mais oui, mais tout à fait. Non, mais je pense qu'on va vers des systèmes nouveaux. D'ailleurs, on voit des entreprises coopératives s'associer aujourd'hui avec des entreprises capitalistes, verticalisées. On voit bien qu'il y a une espèce de métamorphose qui est en cours et qu'il va falloir qu'on accepte et qui va introduire beaucoup de flexibilité, je crois. Mais on n'appelle pas ça l'intra-entreprise, non? Parce que l'auto-entrepreneur, ça veut dire qu'il est tout seul, pratiquement. Parce que l'entrepreneur, il est self-entrepreneur. Mais Céline parlait de la volonté d'être entrepreneur, pas auto-entrepreneur seulement, mais déjà voilà. Entrepreneur, ce qui est effectivement... Et garder l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise, ça c'est intéressant. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas assez le sentiment que c'est possible aujourd'hui. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, c'est fiscalité. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pays, on pense que toutes les sources de top income, de revenus élevés, sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Et l'innovation et être entrepreneur, c'est très important. Et dans notre réflexion sur la fiscalité, la spécificité et le rôle de l'entrepreneurship n'est pas vraiment pris en compte. Je crois que c'est un énorme problème que nous avons. C'est une des grosses réformes, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, c'est qu'il faut complètement refondre notre fiscalité. Les Suédois l'ont fait au début des années 90 et c'est comme ça qu'ils ont fait boomer l'innovation et l'entrepreneurship et ils l'ont fait sans détruire leur modèle social, mais en le modernisant. Et nous, en France, ça c'est une des grosses réformes à faire. On a un État, une réforme de l'État on n'en a pas parlé, l'État et la fiscalité, mais c'est une énorme barrière, entrave à l'entrepreneurship. Stéphane Richard, puis Augustin Landier. Juste un mot, puisque vous parliez des startups et du problème, effectivement, auquel on est tous confrontés en tant que citoyens, en tout cas, de voir beaucoup de création d'entreprises, mais une vraie problématique de croissance. Moi, je voudrais souligner le fait que les grands groupes, les grandes entreprises, je crois, peuvent jouer un rôle très positif de ce point de vue-là, en déployant toute une série d'outils qui leur permettent d'identifier, d'incuber, d'accompagner, d'accélérer ces jeunes entreprises sans les étouffer pour autant, sans se positionner forcément comme un acquéreur possible ou essayer de leur piquer leurs idées ou leurs technologies. Donc il y a un peu là un comportement à observer, mais je crois beaucoup dans ce rôle des grandes entreprises, notamment celles qui sont très engagées dans cette transformation numérique vis-à-vis des startups. Et d'ailleurs, c'est aussi un moyen pour les entreprises de mieux se connecter avec aussi cette génération. Et ça peut être une autre idée que le shadow comité exécutif de Sébastien, qui, bien entendu, Georges et moi, certainement va nous amener à nous remettre un peu en cause. Bah oui, ça c'est sûr. Mais voilà, le contact qu'on on a essayé d'établir chez Orange autour de l'open innovation avec le monde des startups en général, fait aussi partie de ces fenêtres, de ces passerelles qui nous sont indispensables pour rester vraiment complètement connectés à cette génération aussi d'entrepreneurs. Augustin Landier, puis Frédéric Mazella. Je voulais juste dire un mot un petit peu sur le côté. On retrouve en fait des questions qui se sont posées par le passé. Enfin, il y a un côté un petit peu cyclique de ces questions. C'est-à-dire que la période des 30 Glorieuses a été très particulière. Le nombre d'indépendants dans les années 70, il était 2 fois ce qu'il est aujourd'hui en fraction de la population active. Alors c'était essentiellement le monde paysan. Mais en fait, beaucoup de formes de travail du monde paysan, et alors on a parlé des coopératives, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques aujourd'hui. C'était des jobs un peu multi-activités, avec des formes de solidarité organisées par la corporation. Et même en dézoomant encore plus, beaucoup des problématiques qu'on exprime aujourd'hui, c'est celles que Turgot, en 1792, essayait de résoudre. C'est-à-dire avant la Révolution française, juste avant, il y avait ces problématiques d'un système de déficit public qui ne bouclait plus, et puis un système de corporation qui empêchait les gens de vivre et de survivre dans certains cas. Et donc, il y avait chez Turgot une espèce de tentative d'enlever toutes ces petites barrières à l'entrée qui verrouillaient en fait l'accès à simplement fabriquer des chaises, fabriquer des meubles. Voilà. Et donc aujourd'hui on retrouve, mais vraiment de manière parfois
tellement similaires, hein, beaucoup de ces problématiques. Donc là aussi, je pense que c'est utile de dézoomer un petit peu et de se rendre compte que les 30 Glorieuses et le modèle qui nous semble aujourd'hui naturel, une sorte de fonctionnariat généralisé, c'est un truc très particulier dans l'histoire de l'économie. Est-ce qu'il existe déjà ce nouveau Turgot ? Oui, je vais peut-être, par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai quelques choses que je vis qui me sont venues à l'esprit. Ce dont je me rends compte, c'est que chez nous, les gens viennent parce qu'ils cherchent à faire un travail qui a du sens. De plus en plus, les gens ont besoin, enfin je pense que ça a toujours été le cas, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu la boussole à ce niveau-là, la boussole notamment personnelle, c'est que travailler ensemble, c'est avant tout normalement très épanouissant, et construire des choses ensemble, c'est une des choses auxquelles on aspire. Enfin, l'humain est grégaire par nature, et donc de toute manière, on n'aime pas forcément faire les choses tout seul. Alors en plus, quand on dit auto-entrepreneur, c'est bien, ça donne beaucoup de liberté, mais en fait, ça veut dire en fait qu'on est utile d'une certaine manière et qu'on se rend compte de l'utilité qu'on a parce qu'on est en train de travailler pour une autre société, pour des gens, on travaille quand même ensemble. Donc auto-entrepreneur, ça ne veut pas dire on travaille pour soi, ça veut dire on travaille quand même pour les autres, mais peut-être on se rapproche du besoin final, du client, du travail passion. Et donc c'est ça qui plaît, je pense, c'est le sens. Et donc aujourd'hui, justement, les auto-entrepreneurs retrouvent du sens dans ce qu'ils font parce qu'ils ont le client juste en face, ce qui est peut-être quelque chose qu'on a perdu dans les grandes boîtes où le client est devenu de plus en plus loin parce qu'on a mis plein d'étages et qu'il n'y a pas grand monde en fait dans une société qui est en contact direct avec le client et qui se rend compte de la valeur ajoutée qu'on est en train de construire. Donc déjà, je pense que le sens devrait être au cœur de toutes les préoccupations d'une société, et donc d'envoyer de la vision et la connexion avec le service véritablement rendu et l'utilité qu'on produit. Parce qu'en plus, on a envie d'être utile. Je pense que c'est ça qui nous aide à vivre. La deuxième chose, c'était sur les scale-up, enfin les start-up scale-up. Nous, on est une scale-up aujourd'hui et je vois bien les difficultés différentes entre start-up et scale-up. Start-up, il faut recruter 5, 10, 20 personnes. On y arrive soit par réseau, soit par différentes manières. On arrive à trouver des bonnes personnes. Mais après, quand on passe en phase scale-up, il faut trouver des gens par centaines, très très bons, très motivés, toujours avec le même état d'esprit. Et ça devient très difficile parce qu'il faut à la fois passer beaucoup de temps à recruter, donc il faut se structurer pour recruter, mais il faut aussi structurer les équipes au fur et à mesure qu'elles grandissent. Nous, on fait x2 chaque année, c'est un sport hein, en fait, de multiplier les effectifs par 2 chaque année et de pouvoir du coup redéfinir les scopes, enfin les périmètres de travail de chacun. Et en fait, ça se fait de 2 manières. Alors on a besoin de talent, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin des formations, on a besoin aussi de faire comprendre à tout le monde justement qu'il y a une seule constante aujourd'hui, c'est le changement. Et ça, on le fait très bien passer comme message en interne chez nous. Pourquoi, comment ? C'est-à-dire que déjà, on voit bien que nos métiers évoluent, parce que nous-mêmes, les métiers qu'on fait aujourd'hui, il y a 2-3 ans, on ne les faisait pas du tout de la même manière. Même il y a 6 mois, 1 an, on ne les faisait pas de la même manière. Donc ça, on voit bien que ça change. Les structures d'équipe changent. Et puis même physiquement, les gens changent de bureau très facilement. Donc on a bien tous compris qu'on était dans un flux et qu'on était en train de changer. Il n'y a pas de situation d'enlisement ou d'installement. Et donc c'est vraiment un état d'esprit. Enfin, le dernier point que je voulais mentionner, c'est par rapport au rôle de tous, parce qu'on parle de la formation pour aider chacun à appréhender ce qui va se passer et à pouvoir être le plus efficace et productif possible. Mais il y a aussi le rôle des médias et le rôle de la communication que les entreprises elles-mêmes font. Si dans les médias, on passe notre temps à nous parler des problèmes que les gens rencontrent en entreprise, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, quand ils regardent la télé, ils se disent « Oh là là, le monde du travail, ça a vraiment l'air d'être l'enfer ». Ils se disent, ils voient des manifestations tous les jours, ils voient des situations dramatiques qui sont mises en lumière par les médias. Pourquoi ? Parce que les médias vont chercher un peu le sensationnel. C'est pas la règle que c'est l'enfer le travail quand même. Enfin, mais quand on regarde la télé, c'est l'impression qu'on a. Donc la règle, c'est plutôt quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent dans leur boulot. Sauf que c'est pas très intéressant à aller filmer ça, parce qu'on va aller voir. Bonjour, vous êtes heureux ? Ah bah ouais, c'est super aujourd'hui. Mais alors, excusez-moi, j'ai pas d'histoire. Bon, donc, alors ça c'était le moment média, c'est normal, ça devait arriver. D'autant plus Frédéric Mazzella qui est venu sur mon plateau il n'y a pas très longtemps. Mais vous avez raison. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut largement plus parler et des transformations de notre métier que par ailleurs nous journalistes on vit au quotidien aussi, parce qu'on est totalement impacté par le numérique et notre métier a complètement changé. Moi je travaillais à TF1, on était 4 pour faire exactement ce que fait une personne aujourd'hui. On était 5. Il y avait un journaliste rédacteur, un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste et un monteur. Aujourd'hui, il y a une personne qui fait le montage, qui filme
qui écrit son commentaire, qui fait l'interview, etc., etc. Donc voilà, ça c'était au passage pour vous dire que nous aussi, on a bien... Mais la formation du coup de nos journalistes est très supérieure et elle est très complète. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette analyse sur le fait qu'on doit réconcilier les Français avec le travail, à condition effectivement qu'ils le ressentent comme un bonheur et un plaisir. Bon, et sur BFM TV, BFM Business par exemple, on en parle souvent. Voilà, ça c'était mon petit, ma petite virgule. Dernière question dans la salle. Bonjour, Natacha Kester-Séméon, entrepreneur, cofondatrice du club Girl Power 3.0 et du nouveau mouvement Jamais sans elle, notamment sur Twitter. Déjà, je voulais dire que c'était passionnant d'entendre des grands patrons qui enfin nous parlent du numérique autrement, puisqu'on a tendance en France depuis une quinzaine d'années de toujours nous en parler de façon inquiétante et négative, sur la perte de l'emploi, la dépendance aux technologies, le terrorisme, etc. Donc déjà, ça fait plaisir. Et je voulais parler un petit peu de l'empowerment, c'est-à-dire l'idée que finalement, on peut aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, prendre le pouvoir dans la société par des mouvements indépendants. Et on le voit émerger aujourd'hui. Je pense qu'on est à l'aube d'une ubérisation aussi de la politique, à un an de la présidentielle, puisqu'on voit des mouvements qui viennent du web, qui viennent des réseaux sociaux. Je pense notamment effectivement à Bleu Blanc Zèbre, à la transition, à Jamais sans elle, qui est un mouvement d'hommes qui défendent la présence des femmes dans la représentation d'événements publics. D'ailleurs, on a plusieurs signataires qui sont là aujourd'hui, comme Joël Doronnet notamment, ou Thierry Tabois. L'idée, c'est que je pense que les médias et les politiques, il y a une crise de confiance en France, puisqu'évidemment, Paris, ce n'est pas toute la France. Et les entrepreneurs ont un rôle à jouer, puisque les entrepreneurs, les Français ont confiance en eux. Et donc, je pense aussi que c'est notre rôle, en tant que citoyens et entrepreneurs, de participer à des mouvements. Alors, avec Jamais sans elle, le hashtag a en quelques jours touché 3 millions de personnes sur Twitter. On voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent l'initiative de soutenir, c'est-à-dire d'avoir plus de présence féminine dans les conférences comme la vôtre. D'ailleurs, on voit qu'on est bien représenté aujourd'hui, c'est ce qui est assez rare. Donc, je voulais parler de ce... Oui, je suis d'accord, Ruth, qu'on pourrait faire mieux, toujours. Mais je pense qu'on a besoin aussi de redonner confiance en la France et aussi dans les valeurs, comme ça a été dit tout à l'heure. Et cette crise de valeur, elle peut venir aussi, cette réponse à cette crise de valeur peut venir aussi, je pense, du numérique. Parce que quand on a rêvé du web et des nouvelles technologies, de la transformation de la société, on n'a pas seulement rêvé de la transformation digitale du monde du travail, on a rêvé à une société meilleure, avec des valeurs, plus de solidarité, des répartitions des richesses et de la connaissance. Et on n'en parle pas suffisamment aujourd'hui, je crois que c'est aussi le sens du digital. Merci beaucoup, merci pour cette contribution. Effectivement, c'est un élément très intéressant et fort que vous avez quand même tous évoqué malgré tout. Il nous reste juste quelques minutes avant la conclusion de Stéphane Richard. Je voudrais d'abord signaler que les dessins étaient de Cleb 12 et de Tatienne et que cette conférence est extrêmement suivie sur Twitter, comme me l'explique Éloi. Je confirme effectivement qu'on est le DSF Emploi, le hashtag DSF Emploi est le mot-clé le plus tweeté ce matin. Donc bravo, merci et saluons les milliers d'internautes derrière leur écran qui nous regardent ici ce matin. Voilà, Stéphane Richard, vous pouvez conclure avant de rejoindre, je crois, les étudiants qui vous attendent dans l'auditorium. Vous n'avez pas fini. Oui, je me garderai bien de faire une conclusion un peu magistrale. D'abord, la synthèse de tout ce qui a été dit ce matin, ça serait très très difficile. Je pense que j'en suis tout à fait incapable intellectuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été avancées. On voit que le numérique, c'est aussi beaucoup de paradoxes. On a parlé du dialogue générationnel dans des sociétés vieillissantes. Peut-être qu'on peut tous former le vœu que le numérique permette d'aider aussi ce dialogue générationnel et ne soit pas, au contraire, un nouvel élément de fracture entre les générations. Moi, je crois plus à cette dimension positive. Vous voyez, on va rester dans une tonalité résolument optimiste. On a parlé de liberté, d'expérimentation, du rôle de l'État. Je crois qu'on ne le dit peut-être pas assez, puisqu'on parle de la transformation digitale, beaucoup des entreprises, mais peut-être que dans tous les corps de la société, celui qui est le plus remis en cause profondément dans sa nature, dans son histoire, dans ses pratiques, c'est vraiment le secteur public et l'État. D'abord parce que le numérique, c'est une nouvelle forme de démocratie, tout le monde l'a dit. C'est la possibilité pour tous les individus de s'emparer de prendre la parole et de s'exprimer d'une façon totalement libre. Ça change profondément la politique, ça change profondément la façon de faire la politique, la façon de communiquer aussi. Et je pense que pour l'État, il y a encore énormément de questions à trancher, de leçons aussi à tirer de cette numérisation de la société, avec, une fois de plus,
la possibilité de faire mieux, beaucoup mieux, et de traiter beaucoup mieux des grands maux collectifs qu'on n'a pas, je pense en tout cas à la France, bien réussi à traiter jusqu'à maintenant, notamment celui de l'emploi, de l'accès à l'emploi et du chômage. Voilà, je ne serai pas plus long. Moi, je veux rester sur ce que je ressens un petit peu de ces échanges ce matin, qui est quand même plutôt une affirmation assez volontariste et assez positive, en se projetant dans l'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on n'est pas conscient du fait qu'on a beaucoup aussi de questions et de problèmes à traiter, mais globalement quand même, cette arrivée du numérique à laquelle personne ne peut rien, accessoirement, hein, puisque voilà, c'est un fait aujourd'hui, un fait de société, c'est un fait universel d'ailleurs. Il faut rappeler qu'aujourd'hui il y a 7 milliards d'individus, c'est-à-dire 100% de l'humanité qui sont de fait connectés, pas toujours à Internet bien sûr, mais en tout cas par le biais d'un téléphone mobile. Donc nous sommes rentrés dans ce monde-là, c'est un fait, et peut-être qu'on peut garder cette idée que finalement la partie promesse, opportunité, capacité à mieux traiter toute une série de grands problèmes collectifs est plus forte malgré tout que les peurs, les angoisses, les menaces, les remises en question auxquelles évidemment cette numérisation du monde va conduire. Merci à tous.